Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec le 9-10. On a fait une petite pause d'une semaine. On est donc, on est de retour enfin. Il paraît que normalement, quand on fait une pause, les batteries sont rechargées, donc on va vite le savoir. On va voir dans quel état on est pour démarrer cette nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver en tout cas pour passer une bonne heure et demie plutôt à discuter des footballs de la planète lucarne opposée. Vous allez voir que ce soir, le menu est assez chargé une fois de plus. On va se promener un petit peu partout, un petit peu sur tous les continents, avec un gros focus quand même sur l'Amérique du Sud ce soir. Vous allez voir, je vais être accompagné de 3 personnes. Il y en a 2 que vous voyez pas. Je vais saluer Nostromo qui est dans le chat. Les 2 que vous voyez pas, ce sont Romain et Jérôme. On peut les saluer. Bonsoir messieurs, vous pouvez y aller dans l'ordre. Bon courage pour celui qui démarre. T'avais commencé par qui? Qui tu veux. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous aussi. Alors, je suis le deuxième après l'Uruguay. Ouais. Certains diront comme d'hab, mais bon. Commence pas. Écoute, on commence, voilà, on met les choses en place. En off, ça parlait d'un centre et tout. Voilà, on continue dans la thématique. Ce sont les 2 personnes que vous ne voyez pas et on discutera avec eux notamment puisqu'ils seront impliqués dans le dossier de la semaine. Je vais revenir sur le sommaire dans un instant, le temps de saluer celui que vous voyez en bas à gauche pour l'instant de ce stream, de cette vidéo, le Brésilien qui a un beau maillot de son club préféré et de loin. Monsieur Marcelin Chamois. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Quel maillot exceptionnel. Rien à dire sur le maillot. Ça aurait pu être Palmeiras. Bref, ça aurait pu être pire. Ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être pire. Voilà, vous avez deviné, on est déjà bien lancé. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous faire découvrir le sommaire de cette émission. Je le disais, assez chargé ce nouvel épisode du 9-10. Le voici, ce sommaire, on va démarrer, vous en avez l'habitude. Justement, si vous êtes des habitués du 9-10, sinon si vous découvrez voilà comment ça va fonctionner. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux news de la semaine et puis on aura ensuite notre gros dossier. On va commencer une série. Avec ce dossier, on va commencer une série sur les coupes nationales et vous allez voir que suivant les pays de la planète Hello, elles n'ont pas forcément soit le même retentissement, soit la même importance, soit surtout le même objectif. Et vous allez le voir très très vite ce soir avec le dossier. Ce soir, le dossier nous emmènera en Uruguay et au Pérou. 2 situations très différentes. Voilà, on en reparlera dans un instant. Ensuite, on s'intéressera aux rubriques habituelles. Il y aura le maillot, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Tiens, il y aura le maillot de la semaine qui sera le maillot du Corinthians. Vous l'avez peut-être deviné en voyant Marcelin. Mais ça ne sera pas celui-ci, celui qu'il porte dont il est question. Ça sera le dernier en date, là, celui de 2021-2022. Ensuite, on rendra obligatoirement, on n'avait pas le choix, un hommage à Andrés D'Alessandro qui a fait ses adieux au football il y a quelques jours. Et puis, les traditionnels Golasso Hello. Et on se quittera avec quelques rendez-vous. Vous le voyez, le menu est dense, il est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, on va pouvoir y aller. Vous allez pouvoir vous installer et on est parti pour 7 heures et on va démarrer, bien évidemment, avec les news de la semaine. Pas de page Afrique cette semaine pour démarrer les news. On retrouvera PM il n'était pas disponible cette semaine. On le retrouvera, j'espère, la semaine prochaine pour nous faire un petit point, le point traditionnel que vous attendez habituellement sur le foot béninois. Bon, on va peut-être faire quand même un petit point très rapide sur ce qui s'est passé. Je vais juste vous donner le classement si j'arrive à appuyer sur le bon bouton pour vous l'afficher. Vous voyez, il y a eu 2 journées qui se sont jouées puisqu'on n'était pas là la semaine dernière et vous voyez que c'est toujours très très dense au niveau de la Super League béninoise avec Coton FC qui a pris les commandes ce week-end et qui est seul leader, suivi par un duo Buffle et Dynamo Dabomey qui sont ex-aequo et qui s'affrontent le week-end prochain. Donc si PM est avec nous lundi prochain, j'imagine qu'il sera question de ce match-là. Et pour faire plaisir à Jérôme, vous voyez que l'Autopopo est 5e ex-aequo avec Ayema. Voilà, c'est notre point hyper rapide sur la Super League béninoise parce que je laisse cela aussi à PM qui continuera de vous faire voyager au Bénin, vous faire découvrir ces 16 équipes. Il vous a déjà fait découvrir l'Autopopo, il vous a déjà fait découvrir Coton FC. Dès qu'il reviendra, on pourra voir ensuite la suite justement. Et effectivement, Nostromo, il y avait aussi le tirage au sort des éliminatoires de la CAN. On en parlera avec PM parce que voilà, c'est aussi lui un petit peu notre spécialiste Afrique et il vaut mieux en discuter avec de véritables spécialistes. On y reviendra
dessus dès que Pierre-Marie sera avec nous. Et on va en profiter donc pour le saluer. On va faire un autre petit point rapide sur une compétition qui a lieu en ce moment. Vous la suivez peut-être grâce au compte-rendu sur Lucarne Opposé. Cette compétition, c'est la FC Champions League, cette espèce de sprint totalement dingue, hein, on en a déjà longuement parlé, mais ce sprint totalement fou, hein, avec 6 matchs en 18 jours, hein, voilà, pour tout le monde. Des matchs qui sont organisés sur des hubs, voilà, vous pouvez le suivre, je le disais, avec les comptes-rendus qui sont faits notamment par Baptiste sur le site. Un petit point quand même, un point rapide, parce que ça jouait ce soir et ça rejoue demain et mercredi, hein, ça s'arrête pas, hein, c'est assez compliqué à suivre, puisque par exemple il ne reste plus qu'une journée, vous le savez peut-être, hein, pour la FC Champions League, elle est divisée en deux, comment dirais-je, en deux conférences, c'est le mot que j'utilise habituellement, donc je vais le garder, en deux conférences, la conférence Ouest et la conférence Est. La conférence Ouest, pour l'instant, est à une journée de la fin de la phase de groupe, voilà. Donc on est à une journée de la fin, on a déjà quelques qualifiés, on en a 4 directs, alors j'ai pas tout à fait regardé les matchs de ce soir, mais je sais pas, voilà, si sont terminés au moment où je parle. On a des Saoudiens qui sont qualifiés, Al-Shabaab et le tenant Al Hilal, l'un des favoris. Les Iraniens de Foulad et un représentant qatari, le Al Douail de Hernan Crespo, notamment entraîné par Hernan Crespo. Hein, si vous vous demandiez où il était passé depuis, notamment Sao Paulo, hein, Marcelin. Hernan Crespo est au Qatar et il est en train de jouer donc l'Asian Champions League. Je le disais, à l'Ouest, avant-dernière journée de la phase de groupe. À l'Est, on vient de passer la mi-course. On vient de faire la 3e journée. On a joué la 4e ce matin et cet après-midi un petit peu. Donc forcément, ça va être compliqué on n'a pas encore de qualifiés. Il reste 2 journées. Il y a quand même des équipes pour qui ça sent bon, hein. On pense par exemple aux Thaïlandais de BG Pathum qui sont en tête de leur groupe G. Alors que dans le H, par exemple, ça devrait se jouer entre Yokohama et Jeonbuk. Mais bon, rien n'est encore fait. Pour suivre cela, on vous invite évidemment à suivre les comptes rendus sur le site, sur Lucarne Opposé, que Baptiste se fait un plaisir, lui qui adore le format de cette compétition. Baptiste se fait un plaisir de vous narrer ce qu'il se passe dans cette ACL, qui, je le rappelle, se terminera dans plusieurs mois, début 2023, si j'ai bonne mémoire. Et voilà. Alors oui, pour répondre à ce que tu dis dans le chat, hein, Nostromo, le flop des clubs chinois qui font n'importe quoi. En fait, ils font plus ou moins n'importe quoi. Hein, pour ceux qui ne savent pas, les clubs chinois ont aussi des gros problèmes avec les restrictions sanitaires, hein, pour dire les choses très simplement. Et les quarantaines qui sont pour le coup des quarantaines très longues, hein, on ne parle pas de 14 jours, la quarantaine c'est stricto sensu, c'est 40 jours en Chine, et donc les équipes ne peuvent pas se permettre d'aller partir sur des hubs pour, une fois revenus au pays, devoir attendre 40 nouveaux jours pour pouvoir enfin commencer à jouer, sachant que certains ont leurs joueurs étrangers qui ne sont pas encore arrivés, enfin bon, c'est un bazar pas possible, et donc c'est la 2e année consécutive que les Chinois envoient les U19 qui se font massacrer, forcément, par les autres, avec des scores, c'est même plus des scores de tennis, hein, il y a du 7, du 8-0. Il me semble que le Shandong Taishan a fait un match nul l'autre jour, ce qui est assez miraculeux. Mais bon, voilà, donc les Chinois ne disputent pas la compétition avec leurs meilleurs joueurs. Mais bon, c'est toute la CL qui est un petit peu n'importe quoi. Nostromo, c'est pas forcément que les clubs chinois. Voilà, on va en rester là pour l'Asie, parce que pareil, on va pas non plus en dire trop. On a déjà beaucoup parlé, hein, de ce format de la CL, et puis parce qu'on n'a pas nos Asiatiques avec nous, il y en aura la semaine prochaine, probablement des Asiatiques avec nous. Donc peut-être qu'on évoquera un petit peu. J'ai vu passer Guy Boya dans le chat, qui sera probablement avec nous la semaine prochaine. Donc on aura le temps de reparler un petit peu de l'ACL, surtout que là, pour le coup, on aura quasiment fini. On aura peut-être même fini, je pense. Voilà pour l'Asie. On a fait un petit peu vite parce que voilà, hein, les comptes rendus sont sur le site. On va passer en Amérique du Sud et on va commencer avec toi, Marcelin. Puisque on connaît enfin la date, alors pas le lieu, tu vas nous le dire, mais la date du Brésil-Argentine des éliminatoires. Ce match que, il faut le dire avec un enthousiasme incroyable, un match que l'on attend tous, hein, forcément, puisqu'il va changer la face du monde entre les 2 meilleures équipes des éliminatoires sud-américains. Ça va être effectivement très important, mais oui, il y a une date pour ce match, donc qui était le match aller des éliminatoires, qui a été interrompu après 5 minutes de jeu.
parce que des joueurs argentins n'avaient pas respecté le protocole sanitaire. Et donc, le match va être rejoué le 22 septembre 2022. Donc, on ne sait pas encore où va se jouer ce match, puisqu'il peut y avoir un accord entre la CBF, la FA et la FIFA pour jouer en dehors du Brésil. Le match avait eu lieu à l'Arena Corinthians. Mais là, il peut se jouer en dehors du Brésil. On ne sait pas encore. On est jusqu'au 22 juin, je crois, pour le décider. Mais effectivement, ouais, un match qui a pas d'enjeu, quasiment pas. Parce que le Brésil a 6 points d'avance sur l'Argentine. Donc, les seules petites choses à aller chercher, c'était le record. Le Brésil a déjà le record de la meilleure campagne d'éliminatoire depuis le passage à une poule unique en 98. Ils ont 45 points. Le record, le précédent record, c'était 43 avec l'Argentine de Bielsa pour la Coupe du Monde 2002. Donc le but, ça peut être d'augmenter ce record. Et aussi, les deux équipes sont encore invaincues. Ça n'a jamais été le cas depuis le passage à la poule unique. Donc les deux pays peuvent aller chercher cette performance, mais c'est à peu près tout ce qu'il y aura à voir. Peut-être aussi au niveau du classement des meilleurs buteurs, il y a Marcelo Moreno qui est à 10 buts, qui est le meilleur buteur devant Neymar à 8 buts et Messi et Laurent Martinez à 7 buts. Donc peut-être aussi individuellement aller chercher cette performance, mais c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt. Finalement, ça va juste être un match de préparation pour la Coupe du Monde, ce qui sera 2 mois avant la Coupe du Monde. Et ça sera le deuxième Brésil-Argentine, parce qu'il y en a déjà un en juin 2022 qui se jouera à Melbourne. Ouais, qui se jouera à Melbourne. Il avait d'ailleurs été en tant que question que ce match d'éliminatoire se joue en Australie, si je me souviens bien. Il l'avait envisagé un petit peu à un moment. Après, pour le classement des buteurs, j'ai quand même du mal. Alors, on va voir si on déclenche l'effet Hello. À voir Neymar mettre un triplé face à l'Argentine, ou Messi mettre un quadruplé face à l'Argentine pour aller chercher Marcelo Moreno. Face au Brésil. Juste égaler. Allez, un petit doublé Neymar, faut égaler. Ouais. Bon, écoute, on va voir si on a déclenché un effet Hello, mais... On verra. Mais voilà, bon, bref. C'est Mais en tout cas, le meilleur buteur, c'est assez anecdotique. Ouais. Les éliminatoires, bon, ça pas. Ouais, mais après, pas comme trop tu d'intérêt le non plus. disais et comme le dit Romain dans le chat, c'est un match de préparation pour la Coupe du Monde. Tu le Oui, disais, voilà, prévu en c'est septembre, intérêt. à 2 mois de la Coupe du Monde, ça va être ça, concrètement. Donc voilà. On parlait de matchs préparatoires pour la Coupe du Monde. Il y a des matchs préparatoires pour préparer un barrage. Et là, je me tourne justement vers Romain. Romain, le Pérou va venir, lui, en Europe pour préparer son barrage. Exactement, du coup, c'est même une petite révolution d'avoir la sélection péruvienne en Europe. Ça fait super longtemps qu'ils sont pas passés sur le vieux continent. Donc voilà, donc pour préparer le barrage contre soit l'Australie, soit les Émirats. Alors, il était dans un premier temps question du Maroc. Et finalement, je crois que le Maroc ne pouvait pas parce qu'ils avaient d'autres obligations. Et ils se sont tournés vers la Nouvelle-Zélande. Donc, qui reste un pays, donc bon, c'est pas la zone Asie comme cherchait le Pérou, mais bon, ça reste l'Océanie. Et du coup, ils ont prévu de se rencontrer à Barcelone le 5 juin. Donc le 5 juin à Barcelone, donc ce sera dans le stade de l'Espagnol, malheureusement pas le Camp Nou. Bon, après, ça aurait été compliqué de le remplir quand même, j'imagine. Il y a une grosse Je communauté sais péruvienne à pas. Barcelone. Oui, de toute façon, ça va être toute l'Europe enfin tous les Péruviens de l'Europe qui vont venir. Ça, crois-moi, ça va être la folie. Parce que, enfin, forcément, les Péruviens qui sont en Europe, ils n'ont pas l'occasion de voir leur sélection, parce que c'est assez compliqué d'aller au Pérou. Donc là, puis à Madrid, il y a une énorme communauté, donc c'est à côté, Barcelone. Donc non, je pense que ça sera vraiment, il y aura pas mal de Péruviens. Donc je pense que le Camp Nou aurait pu être rempli. Eh ben écoute, bon, il y aura pas 100 000 Péruviens, il y en aura, je sais pas combien fait le stade de l'Espagnol. Je sais moins, pas. c'est sûr, mais bon, voilà, c'est déjà ça, c'est déjà, tu le disais, un événement de voir le Pérou en Europe pour préparer donc son barrage qui aura lieu 10 jours plus tard, c'est ça? Oui, voilà, c'est vraiment la semaine d'après, quoi. Donc comme ça, ils auront aussi un rythme, et Ouais. étant donné aussi que de toute façon l'Australie et les Émirats, pareil, du coup, auront un match aussi dans les jambes, donc c'est pas plus mal, quoi. Ben voilà, donc si vous êtes chaud, vous pouvez aller à Barcelone
Voilà, pour voir Pérou, Nouvelle-Zélande, deux équipes qui préparent leur barrage de Coupe du Monde, puisque la Nouvelle-Zélande, elle, est dans l'autre barrage. Voilà, ça sera le 5 juin, je rappelle la date. Et en cas de carton rouge lors de Brésil-Argentine, non, il me semble pas qu'il y aurait de suspension pendant la Coupe du Monde. C'est une bonne question, mais je crois pas. Il me semble que d'habitude, c'est remis à zéro au Alors, c'est début une de la- question de moi-même, hein, pour Ouais, être je très sais, mais précis. Donc, c'est une vraie question. et pourquoi? Parce que jurisprudence Sebo Rodriguez, qui prend 3 matchs de suspension suite à un carton rouge suite au dernier match de qualification entre l'Argentine et l'Uruguay en 2009 Ah, bah donc, oui, alors. et qui ne va pas à la Coupe du Monde en Afrique du Sud parce que Tabarez dit si tu peux pas jouer les 3 premiers matchs, je te prends pas, enfin voilà. Et c'est les prochains matchs officiels, c'est des matchs FIFA. Ah, c'est Les possible cartons alors. jaunes sont mis à 0, ça c'est sûr, parce que c'est considéré comme une nouvelle compétition, mais les suspensions sont FIFA, ça sera à voir dans les règlements. C'est un point rigolo parce que ce serait terrible que sur une connerie, il y ait un rouge un peu bête, c'est comme ça peut arriver, hein, on en a déjà vu par le passé. Et Qu'un qu'on- joueur prenne un rouge un peu bête et qu'il soit suspendu les premiers ou les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde, pour ce match-là, ce serait assez ludique. Ouais, mais conséquence, tu peux tout à fait imaginer que ce match-là va se jouer sur un rythme effréné. Ça, je n'en doute pas. Voilà, eh ben écoute, super, tu nous as bien tué le Brésil-Argentine. Bon, après, hein, voilà, c'est un match de prépa, donc. Mais c'est vrai que c'est un match de prépa à conséquence, donc on verra, ça sera en Il y a un septembre. match officiel par opposition au match de préparation, comme tu dis. C'est un Exactement, match officiel FIFA. C'est pas exactement pareil. C'est c'est ça, super. exactement. Je vois ta question, Nostromo, sur l'état des lieux de la sélection péruvienne en vue du barrage. C'est en juin. On va attendre de voir. Hein. Je parle à la place de Romain, hein, sauf si tu veux rajouter des choses, Romain, là-dessus. Non, Mais, mais c'est bon, ça, ouais. il y a le problème Lapadula, pour dire les choses. Ouais. Enfin, je sais pas si ça commence à devenir un problème d'ailleurs pour au Pérou, si c'est vu comme un problème, ce qui se Non, passe pour bah, Lapadula. ouais, si, forcément, si, c'est un problème, mais là, l'entraîneur de Benevento, du coup, vient de déclarer, je crois qu'aujourd'hui ou hier, que le joueur n'était pas encore remis d'une blessure. Donc finalement, vraiment, les problèmes qu'il a vus avec la direction, c'est vraiment mis de côté. Enfin, il a tenu à rassurer un peu, justement, les fans du club et aussi au Pérou. Donc, bon. Mais non, mais après, c'est vrai qu'on va attendre juin. Là, il y a des joueurs qui se remettent de blessures, Carrillo, Zambrano, etc. Donc, bon, on Ouais, espère que tout ce beau monde sera présent, c'est ça, il y évidemment. a Mais encore le temps. Par contre, deuxième partie de la question qui est intéressante, est-ce que tu sais, je dis pas que la première partie était pas intéressante, hein, je dis juste qu'on en est encore loin pour tirer des conclusions. Est-ce qu'ils ont mis en place, comment ils font pour essayer d'évaluer le niveau de l'Australie et des Émirats Arabes Unis? Est-ce qu'ils ont un moyen d'ailleurs, parce que ces équipes-là ne jouent pas avant juin, hein, donc est-ce bah que ouais, tu sais s'ils ont justement, c'est une réussi bonne à question. les suivre? Oh non, franchement, j'en ai aucune idée. C'est une bonne question. C'est vrai que bon, je pense que Gareca doit déjà être, enfin, depuis la fin des qualifications, il doit déjà être dessus. Donc, mais c'est vrai que comme tu dis, s'il joue pas, ouais, je sais pas. Je sais Ouais, pas du tout. Ça va être des analyses vidéo d'anciens matchs, quoi. Mais ouais, c'est ça. voilà. Bon, mais enfin voilà, mais on aura le temps de reparler de tout ça. Les barrages sont au mois de juin, on aura le temps de les suivre. Peut-être qu'on fera des lives. On n'a pas, je suis même pas sûr qu'on ait les horaires encore. Donc voilà, on en est encore très très loin. Et puis juin, c'est très très loin pour nous. On est qu'en avril. Pour vous donner une idée, hein, Lucarno Posé, la vision dépasse pas la semaine. Hein. Donc le futur ne dépasse pas la semaine. Donc juin, c'est très très loin. Voilà pour cette partie éliminatoire, préparation Coupe du Monde. On va revenir j'ai envie de dire au quotidien, on va aller au Chili parce que c'est toujours le chaos du côté de la OU. On en a déjà parlé dans un précédent 9-10. Hein, ce week-end, la OU n'a encore pas joué contre l'Audax Italiano cette fois-ci. Vous vous souvenez que peut-être que lorsqu'ils avaient dû jouer contre l'Union Espagnola, ils n'avaient pas pu jouer faute de trouver un stade pour les accueillir. On avait déjà parlé de ces histoires de stade, on avait déjà évoqué tout cela. C'est toujours le bazar du côté de la OU et c'est le bazar aussi en coulisses puisque ce week-end, le directoire a un petit peu changé puisque notamment Cecilia Pérez est arrivée au sein du board. Elle va être même vice-présidente de l'Universidad de Chile. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément des habitués du Chili de manière générale. Cecilia Pérez, c'est tout simplement l'ancienne ministre des Sports du Chili sous Sébastien Piñera.
Elle est arrivée à la tête, pas tout à fait à la tête, je le dis, puisqu'elle va être vice-présidente du groupe Azul Azul qui détient, qui gère la partie sportive, la société qui gère le club. Il y a eu des membres du conseil qui ont démissionné vendredi, qui ont laissé leur place, notamment certains d'un groupe qui s'appelle le groupe Sartor. Alors je vais essayer d'être simple, mais en gros, il y a une partie société sportive qui gère l'équipe professionnelle. Et cette société sportive, elle a divers actionnaires et notamment un fonds d'investissement qui s'appelle Sartor. Vous voyez à quel point c'est magnifique. C'est ça le football populaire aussi au Chili. On parlera un jour des sociétés sportives parce qu'on en avait déjà évoqué avec Marcelin qu'il y en a quelques-unes qui arrivent au Brésil. Donc ça sera l'objet d'un thème pour un 9-10 notamment. Bref, tout ça pour dire que Cecilia Pérez arrive via le groupe Sartor. Elle va être vice-présidente du club. Et c'est là où ça devient un tout petit peu rigolo. Elle est là notamment parce que en tant qu'ancienne ministre, elle a un carnet d'adresses, elle peut faire du lobbying et notamment, elle devrait être chargée de régler le problème du stade avec probablement faire un nouveau stade. C'est toujours ces vieilles promesses. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des stades de la Houe. Il y a un podcast dans lequel on en a parlé. On en a parlé dans un 9-10 précédent il y a quelques semaines. Tout ça pour dire que c'est un serpent de mer qui date depuis 1937, qu'il y a eu plein de promesses de présidents, même de membres de gouvernement. Voilà, elle arrive là, Cecilia Pérez, et elle arrive dans un climat absolument, comment dirais-je, calme, bien, posé, serein, puisque, vous allez voir tout simplement comment elle a été accueillie avec ce genre de photos qui ont été taguées sur le siège de la Houe. Je vous le traduis, si vous voyez l'image, Cecilia Pérez, si tu arrives à la Houe, on va te tuer. Voilà, c'est tout sympathique. Ce sont les barrasses du club, certains barrasses du club qui ont commencé à mettre ça. On a parlé des barrasses dans le dernier 9-10. Vous voyez à quel point la situation est sympathique. Tout cela dans un contexte, donc vous avez la crise au niveau de la gouvernance et vous avez aussi une crise sportive puisque la Houe est actuellement 12e sur 16. Elle a certes 2 matchs de retard, ces fameux matchs où elle n'a toujours pas trouvé de stade, mais elle est 12e sur 16. Elle a perdu la moitié des matchs qu'elle a joués. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes du côté de la Houe qui s'enfonce dans une crise, j'ai presque envie de dire cyclique et habituelle chez les géants du Chili. La Católica est en train de tranquillement dériver vers sa petite crise elle aussi. Mais vous voyez, tout va très bien, donc je le disais, dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est sur cette note joyeuse qu'on va, qu'on va laisser passer les news de la semaine. Ouais, ça peut expliquer Nostromo, effectivement, la situation périlleuse de la Houe. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes autour d'Azul Azul, le groupe qui est la société qui gère la Houe. Elle a été très très peu présente dans les crises précédentes. On les a pas trop vues. On sait pas trop comment gérer ce club, pour tout dire. C'est le bazar perpétuel, c'est le bazar pour trouver des coachs. Santiago Escobar, ça fonctionne pas. On sait pas trop qui va venir. C'est un peu le bazar. C'est le bazar à tous les niveaux et donc forcément ça a des répercussions sportives. On connaît tous au moins un club qui, mal géré, finit par faire n'importe quoi. J'en dirai pas plus parce que ça va me faire mal et je vais insulter des mamans et c'est pas le but de l'émission. Bref, on va rester là sur les news de la semaine et on va passer à quelque chose de bien plus réjouissant, pour tout dire, vraiment pour le coup. On va passer donc au dossier de la semaine. Un dossier qui va, je vais mettre ça un petit peu plus en grand, un dossier où on va donc, je le disais tout à l'heure en préambule dans cette émission, on va se lancer dans une sorte de série. Ouais, alors, avant de partir au dossier, je lis ton message, Coffee on Rails. Effectivement, elle tweetait souvent pour féliciter les équipes multisports de Colo Colo, mais elle a aussi beaucoup, elle a pas mal partagé d'images sur les différents réseaux et tout, de son supporterisme de la Houe. Il est connu pour aller même plus loin par rapport à ton commentaire. Elle avait même en 2011, à la veille de la finale retour de la Sudamericana que la Houe a remporté, elle avait même annoncé le score et le fait qu'Edu Vargas mettrait un doublé. Donc voilà, elle est quand même supportrice de la Houe et estampillée supportrice de la Houe. Mais c'est vrai que voilà, en tant que ministre, quand elle félicitait Colo Colo, ça passe pas auprès de certaines barrasses. Voilà, c'est toujours très compliqué. L'Amérique du Sud, c'est toujours très compliqué. Le Chili, c'est toujours très compliqué. La Houe, ou Colo Colo, d'ailleurs.
Voilà, ça sera l'objet d'un autre débat, je pense. Bref, je le disais, on va passer au dossier. On se lance dans une série où on va aller explorer les différentes coupes nationales parce que vous allez voir, il y a plusieurs façons de voir les coupes. On connaît tous la Coupe de France chez nous, hein. On va même pas évoquer des formats type Coupe de la Ligue, non, on va parler d'équivalent de Coupe de France, de Coupe nationale, je le disais. Et on va voir que d'un pays à l'autre, donc sur la planète Hello, elles n'ont pas la même résonance, elles n'ont pas la même importance, elles n'ont pas forcément non plus le même rôle. Et pourquoi on va se lancer dans cette série et pourquoi on va ouvrir aujourd'hui, notamment avec l'Uruguay? Parce que l'Uruguay vient d'annoncer le lancement de sa coupe nationale. Et avant de parler du Pérou et son format très particulier, on débute donc, Jérôme, avec toi, avec cette nouvelle, hein, la plus récente, l'arrivée d'une coupe en Uruguay. Et forcément, avant d'expliquer cette nouvelle coupe en Uruguay, on va être obligé de faire un rappel historique pour mieux comprendre déjà pourquoi, jusqu'ici, il n'y avait pas de coupe nationale au pays céleste. Parce qu'il y avait différents formats de championnat, un petit peu des schémas typiques, c'est-à-dire vraiment des choses que comme on ne le voit pas en Europe, des choses un peu différentes. Où il y avait parfois des tournois qui sont organisés en plus des championnats, un petit peu sur le système, qu'on le connaît peut-être un petit peu mieux, par exemple pour le Brésil, ou qui a un schéma très spécifique. Bah, il y avait à peu près pour l'Uruguay aussi des schémas très spécifiques, parce que pendant longtemps le championnat a été assez court, parce qu'il y avait, bah, par exemple 10 à 12 équipes pendant très longtemps dans le championnat. Donc ça se jouait sur 6 mois, hein, grosso modo dans l'année, parce qu'il faut bien s'imaginer que ça fait un petit 20 matchs, de jouer. Et donc les 6 autres mois de l'année étaient occupés par différents autres tournois, différentes autres coupes qui étaient déjà un petit peu des coupes, mais pas comme on l'entend. C'est-à-dire que quand on dit coupe d'Uruguay aujourd'hui, on compare forcément toujours comme tu le fais à raison, parce que c'est de notre point de vue, à la Coupe de France. Mais il y a depuis longtemps eu des coupes en Uruguay. La première est d'ailleurs assez rigolote et un peu anecdotique, c'est la première coupe d'Uruguay, la première coupe en Uruguay pour être très précis, et la Copa Competencia qui commence dès 1900 ou 1901, tiens, j'ai un doute maintenant que j'en discute, qui a la spécificité d'être une coupe qui relie 3 ligues, ce qui est la Ligue uruguayenne de football, l'association argentine de football et la Ligue de Rosario en Argentine. Et c'est les vainqueurs de chacun de ces 3 tournois qui se retrouvent pour des finales à Buenos Aires. Hem et l'inscription se fait auprès de la Fédération d'Argentine de football. Donc c'était déjà à l'époque une coupe où les Uruguayens s'affrontent entre eux pour qu'une équipe aille à Buenos Aires pour affronter, en général, les vainqueurs argentins. Ça c'est un premier exemple qui dure quand même pendant 20-25 ans, hein, au tout début du siècle donc évidemment. 2e exemple que j'ai choisi, alors il y en a eu beaucoup d'autres, hein, mais un 2e exemple que j'ai choisi de tournoi qui était pas une coupe. Alors là, pour le coup, parce que c'était vraiment un championnat, mais qui est pourtant un tournoi qui était extrêmement apprécié en Uruguay, qui était la Liguilla Libertadores, c'est-à-dire le petit championnat qui suivait la saison, quand le championnat s'arrête en novembre. C'était un championnat, qui regroupait que les 6 meilleurs et qui se jouait entre décembre, janvier, février, en fonction des années, parce que ça s'est joué pendant 30-40 ans, donc ça, il y a eu différents formats pour déterminer les équipes qui allaient en Copa Libertadores à partir du moment où il y a eu plus qu'une équipe, plus que l'équipe championne qui a été admise en Copa Libertadores. Et ça, c'était un petit tournoi qui était extrêmement apprécié principalement parce que ça regroupait des grosses équipes, c'est-à-dire que il y avait toujours Peñarol et Nacional grosso modo et que ça se jouait en été, c'est-à-dire dans les moments où les gens aiment bien aller voir le football le samedi soir, en été quand il fait chaud et que voilà, les gens vont au stade en famille. Donc il y a toujours eu des tournois comme ça un petit peu spécifiques, un petit peu différents. Mais depuis la création, donc depuis l'extension du championnat à 16 équipes et avec la mise en place toujours de l'Apertura et du Clausura, donc du championnat aller-retour, et puis aussi la création de l'intermédio entre les 2 qui est un petit tournoi qui avait été rajouté. Il y avait jamais eu voilà, il y avait pas rien qui avait été mis en place de plus. La Ligue après Libertadores avait été supprimée en 2009-2010 de mémoire, quelque chose comme ça. Hem et donc il y avait pas d'autres tournois et là, pour le coup, c'est la première fois où ils créent une, vraie coupe comme on l'entend en format européen. Et tu le dis, ils avaient un autre point commun, ces tournois, on l'entend un petit peu, hein, si vous écoutez un petit peu, en tendant un petit peu l'oreille là-dessus, on s'aperçoit que ces coupes
au final, n'avaient pas grand-chose de national puisqu'elles excluaient une grande partie du football uruguayen. Et je ne parle pas uniquement de ce qui est en dehors de la première division, parce qu'il faut le rappeler. Alors, on en a déjà parlé dans un podcast, dans un Bola Latina, si j'ai bonne mémoire. J'ai complètement oublié de vérifier le numéro. Je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous êtes en train d'écouter cette émission en replay, eh ben voilà, vous aurez le lien disponible. On en avait parlé, Jérôme. L'Uruguay, ce qu'il y a de particulier aussi en Uruguay, c'est qu'il y a véritablement euh, deux footballs enfin deux footballs différents pour l'instant jusqu'ici différents en Uruguay. Oui, tout à fait, parce que principalement, l'AUF, c'est-à-dire la Fédération uruguayenne de football, quand elle a été créée, d'ailleurs qui est pas sous ce nom-là, mais quand elle a été lancée en 1900, en fait, c'est une ligue de Montevideo. C'est-à-dire que les équipes, au départ, sont vraiment que ceux de Montevideo. Il y a rien d'autre, que ça, et encore aujourd'hui, au sein de l'AUF, les clubs de Montevideo ont un poids, très, très important. Il y a presque aucun club de l'intérieur, à quelques rares exceptions, des exceptions qui sont arrivées à la fin des années 90, début des années 2000, comme ceux qu'on connaît, qu'on a pu voir ces derniers temps, Plaza Colonia, Cerro Largo, Deportivo Maldonado qui domine le championnat, malheureusement en ce moment. Et J'aime le malheureusement. Ça va peut-être donner un et titre à Caleri par procuration. oui. Et peut-être il viendra y jouer une minute, ce serait bien, Eh, après tant d'années, de contrat au sein du club. Alors pourquoi? Je vois très, très rapidement, parce que c'est pas le sujet, mais pourquoi on rigole du Deportivo Maldonado? Parce que le club appartient à un Anglais qui s'en sert pour faire des transactions de joueurs. C'est-à-dire qu'il les fait acheter par le Deportivo Maldonado, il les met en prêt après, comme Jonathan Caleri, que tu viens de mentionner, l'Argentin. Bref, c'est pour ça, malheureusement, etc. Mais on va pour mettre faire tout de la ça de côté, en fait, parce que pour faire de la sinon on est parti triangulation, pour. c'est plus que pour faire de la triangulation, pour faire de l'exil fiscal aussi. Et pas que, parce que Caleri, pour faire les deux, parce que par exemple, Caleri, il a été acheté au départ. Depuis, il est en prêt. Grosso modo, ils disent le prêt à l'année, c'est 1 million de dollars. Et depuis 7-8, je l'exagère peut-être un peu, mais depuis 5-6 ans, le mec est en prêt tous les ans en prêt payant. Donc Voilà. c'est une sorte de leasing, je sais pas. C'est ça. Le Mais c'est pas Deportivo de la Maldonado est une entreprise de location de joueurs. Voilà, mais pour le coup, tu vois, c'est pas que de la C'est vrai, c'est triangulation, vrai. c'était dans le sens faire passer parce qu'à l'époque, il y avait notamment Mascherano qui quand il était parti en Angleterre, était passé par le Deportivo Maldonado aussi de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas étudié le sujet. Il y avait 2-3 joueurs argentins comme ça à l'époque, qui étaient passés par le Deportivo Maldonado. Là, c'était en effet de la triangulation Il me complète. semble que l'un des derniers, c'est Dani Osvaldo. Il me semble qu'il est passé par Maldonado aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et bref, voilà. Et pour le coup, Caleri, c'est rigolo parce que c'est pas exactement le même cas, mais c'est pas du tout le sujet pour lequel on était Non. parti aujourd'hui. Euh, Et si on part sur voilà. la triangulation, on en a pour 2 heures. Donc voilà, on va Voilà, revenir et en plus, maintenant aux qu'on fait deux des footballs super du bons pays. conducteurs, qu'il y a des choses très sérieuses de mise en place, on va continuer. Et C'est donc, en ça. effet, là, la OUF était spécifiquement une ligue de Montevideo. Et ce qui est rigolo, c'est que donc la OUF affiliée à la FIFA et la fédération uruguayenne. Mais la majorité des licenciés en Uruguay sont licenciés d'une autre fédération, l'OFI, du football de l'intérieur, qui va se dérouler des championnats amateurs de tous les petits clubs du pays, quoi, grosso modo. Ça faisait pas du tout partie de la OUF. Et les 2 étaient complètement hermétiques, à de très, très rares exceptions. Il y a eu quelques tournois dans les années 60, pendant 1 ou 2 années, dans les années 95, pendant 2 années, où les clubs de l'OFI pouvaient des fois rencontrer exceptionnellement des clubs de la OUF, mais c'est extrêmement rare. Et les 2 étaient bien scindés, ce qui était un cas exceptionnel parce que d'habitude, la règle pour les fédérations nationales, qui a été, édictée par la FIFA et même par la fédération anglaise, à la fin du 19e, début 20e, était d'intégrer les footballs, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule fédération par pays. En Uruguay, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Mais la FIFA est intervenue donc il y a 3-4 ans déjà, enfin la FIFA le demandait depuis très, très longtemps donc de centraliser le football uruguayen. Elle est intervenue il y a ça quelques années, pour bien intégrer ceux qui sont au sein de l'OFI, donc du football de l'intérieur, dans la OUF. Et c'est l'argument principal, pour créer cette coupe qui est donc non seulement une coupe, mais un moyen d'intégrer, cet autre football, qui ne fait pas partie, du football de Montevideo. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, alors je vais faire une petite précision avant, je vais en profiter déjà pour saluer PSV Milovic qui est arrivé dans le chat. J'ai vu ta question Nostromo et tu vas voir, on va l'aborder dans un instant.
une petite précision, quand on va parler de l'intérieur, on va beaucoup en parler, on va en parler un petit peu aussi pour le Pérou. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, l'intérieur, c'est la province, hein, pour dire les choses assez schématiquement. Oui, Euh, et c'est assez intéressant de voir que d'ailleurs pour les cas avec le Pérou est assez similaire. C'est que l'Uruguay l'Uruguay est un pays, alors, peut-être encore plus que le Pérou géographiquement, hein, pas que pour le football, mais l'Uruguay est un pays unicéphale, c'est-à-dire qu'il y a Montevideo qui regroupe la moitié du pays, qui est voilà, le cerveau, tout se passe, toutes les décisions, et le reste, très schématiquement, mais le reste, c'est des villages, quoi. C'est-à-dire que le reste, il y a des villes comme Salto, etc., où il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants, donc j'exagère, je grossis le trait évidemment, mais le reste, c'est la campagne. ouais, c'est ça. Donc Et la donc, province uruguayenne, c'est la campagne profonde, hein, c'est en gros. Hein. voilà, très schématiquement, parce Ouais. qu'il y a Punta, il y a évidemment tout un tas d'exceptions à ce que je suis en train de dire, donc c'est assez ridicule. Mais pour les Montévidéens, voilà, oui, c'est l'intérieur est parfois même, c'est un peu péjoratif. Voilà, Ouais. Mais bon, mais pour vous auditeurs, voilà, l'intérieur, c'est la province, c'est valable dans tous les pays, hein, enfin dans tous les pays, non, mais dans ces pays-là, ce terme est utilisé. En Argentine aussi, on parle de l'intérieur. Je crois qu'au Pérou, on doit parler de l'intérieur aussi, hein, Romain. Hein. Non, on Pas, parle pas le... plutôt, enfin, on peut comprendre aussi, mais sinon, c'est surtout la province, quoi. On Ah, parle on de la dit vraiment province. province. Ok, Ouais. ok. Bon, bah alors c'est très Argentine-Uruguay, étonnant. Ouais, mais parce Donc, que alors les 2 pays sont construits de la même façon, ouais, c'est ça. c'est-à-dire que l'Argentine est aussi un pays où la moitié de la population est dans le Grand Buenos Aires. Exactement, Moi, exactement. pareil, alors je le dis de tête, hein, c'est une statistique non officielle, comme je dis toujours, Ouais, là, on va se faire. Alors, De Jean-Michel à peu près, ouais, c'est ça. Et on mais va se faire détruire par quelqu'un dans un commentaire. Enfin, je sais pas si ça sera aussi tendu qu'avec l'Afrique quand PM sur les planètes Hello oubliait 100 000 habitants, il se faisait déchirer dans les commentaires sur YouTube. Soyez, s'il vous plaît, oui, voilà. soyez Des fois, on bienveillants travaille sur les ça. grosses masses, comme on dit. Voilà, bref. Donc, voilà. L'intérieur, c'est ça. C'est la première précision. La deuxième précision, je la rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Lofi, sur cet autre football, on a un podcast là-dessus où on en parle beaucoup plus longuement. C'est posé. On n'a parlé que de Lofi. Vous allez voir que c'est assez passionnant aussi parce que c'est vraiment un autre monde et ça correspond aussi ce fait de ces deux mondes hein, le Jérôme le disait, à de très rares exceptions, jusqu'ici ne se parlent pas vraiment. Le monde du football professionnel centré sur Montevideo, même s'il y a évidemment quelques exceptions dans la première division notamment, et le monde de l'intérieur qui est généralement le monde de l'OFI, hein, on va le résumer et le schématiser grossièrement comme cela. Ces deux footballs, donc, sont Par contre, c'est un appelés... papier, hein, c'est pas un podcast, hein, il me semble. C'est un papier qui remonte C'est un papier. Il me avril semblait qu'on avait 2020. fait un podcast sur l'OFI. Bref, Je je vous retrouverai le lien. On retrouvera l'affaire. Ouais, voilà, on vous retrouvera ça. Je vous mettrai ça dans les descriptions du replay de cette émission. Et voilà, comme ça, vous pourrez poursuivre la lecture ou l'écoute. Bref, je le disais, ces deux footballs-là, donc, enfin, serais-je presque tenté de dire, Jérôme, sont appelés à se croiser de nouveau. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment cette Copa Uruguay va fonctionner? Et j'anticipe, on en avait déjà un petit peu, je te l'avais posé la question en off, et donc tu vas pouvoir en parler là, par rapport à la question de Nostromo qui viendra en complément de cela. Est-ce qu'elle sera qualificative pour des compétitions continentales? Alors, non pour cette année. Bah, pour répondre à la question tout de suite, comme Ouais. ça on va le dire. Non pour cette année. C'est prévu que ça qualifie pour la Copa Sudamericana l'année prochaine. Ce qu'il y a de rigolo, je vais sortir mon anecdote tout de suite parce que je l'ai relu tout à l'heure et c'est assez rigolo, c'est qu'il y a eu très peu d'échanges donc entre les 2 fédérations, mais c'est arrivé une fois, notamment par une coupe d'intégration déjà qui a été jouée 2 années d'affilée dans les années 95 notamment, qui faisait qualifier une équipe ou 2 équipes de l'OFI dans la Liguilla Libertadores. Et il y a une équipe donc qui a été qualifiée en Liguilla Libertadores, qui a terminé 4e, donc qui s'est qualifiée en Copa Sudamericana. Donc il y a déjà une équipe qui n'appartient pas à la Fédération uruguayenne de football, qui a joué la Copa Conmebol, pardon, je dis Sudamericana, c'est Conmebol à l'époque. Mais par contre, c'était l'époque où le premier tour était joué entre équipes de même pays, ce qui fait que le seul match international qu'ils ont joué était contre le River Plate uruguayen et ils ont perdu évidemment au premier tour. J'ai terminé mon anecdote, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Alors, on va La laisser les gens du chat nous le dire. Voilà, parce que c'est assez rigolo, de voir ça. C'était une équipe
de Trinidad où joue Boston River à l'heure actuelle, donc la campagne aussi complète. La nouvelle Copa Uruguay va donc démarrer en juin. Elle va comporter 76 équipes. 76 équipes, donc c'est les 4 divisions de la OUF, parce qu'ils sont en train de créer une 4e division. C'est pareil, c'est un truc que j'ai appris en préparant cette émission. La OUF va créer une 4e division, donc je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver des clubs. Juste, je te Et coupe 2 secondes. En Uruguay, on est d'accord, il n'y a que la première division qui est professionnelle. Hein. les 2 premières. Les 2 premières. Un Ok. peu de respect pour la 2e division. Bah, j'avais un qui est... doute. En fait, j'avais un doute sur la 2e division avec Albion, tu sais, avec le fameux débat sur le décanato, etc., etc. Albion, qui Oui. est le véritable décano du foot uruguayen. J'avais un doute sur la professionnalisation d'Albion. C'est pour ça. Oui, mais en fait, Albion donc, a été. Parce qu'ils sont montés de 3e division à Ouais, c'est ça. 2e, ce qui fait qu'ils ont joué leur premier match de l'ère professionnelle. Ils sont montés, donc quand on disait que c'était les rejouer pour la première fois en première division de l'ère professionnelle. Et en général, les gens disent qu'ils ne sont pas doyens parce qu'ils ont été désaffiliés pendant 20-30 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, j'ai pas exactement le nombre d'années de pareil. Donc ils ont tendance à dire ils peuvent pas être doyens parce que quand ils ont pas. C'est comme là, les gens donc ils sont en train de recréer une 4e division. Il y a des gens qui ont eu l'idée à la OUF de recréer le Deutscher, qui était l'un des clubs fondateurs de la OUF en 1900, le club des Allemands, donc qui est fondateur de la OUF, mais qui n'a joué que 5-6 saisons, quelque chose comme ça au départ. Et donc dans la 4e division qu'ils sont en train de recréer, ils ont réussi à trouver 15 mecs pour se dire tenez, on va faire le club des Allemands, alors que je suis pas sûr qu'il y ait un Allemand à Montevideo. Bref, je suis encore parti loin, mais ça va faire donc le Deutscher, c'est confirmé, sera l'une des 76 équipes qui fera la coupe. Et donc, il y aura donc dans les 76 équipes, 22 équipes donc de l'OFI, puisqu'il y a différents classements dans l'OFI en fonction des ligues et des régions. Les 22 meilleurs iront participer. Match unique, donc sauf les demi-finales qui seront en aller-retour, ça c'est un élément que j'ai pas compris, parce que la finale c'est en match simple. Tous les matchs, les 8e, quarts sont en match simple, sauf la demi-finale qui est en aller-retour. Ne me demandez pas pourquoi. C'est Peut-être la pour magie éviter de une mauvaise l'organisateur. surprise au cas où. Oui, mais alors, dans ce cas-là, il faut Oui, faire tu des le fais avant. 8e quarts. Ouais. Voilà, c'est la logique. C'est sans doute un nombre de week-ends qu'ils avaient, enfin de jours en semaine où ils pouvaient faire les matchs. Les clubs de l'OFI vont avoir quand même un parcours très difficile parce que ça va être parmi les premières équipes à démarrer, c'est-à-dire que là, le fonctionnement va être un peu comme la Coupe de France. Que les petits clubs vont démarrer entre eux et les professionnels vont venir petit à petit, ce qui fait qu'ils vont avoir un parcours du combattant, évidemment, avant de pouvoir se qualifier. Mais on pourra voir donc les différents clubs de l'OFI pouvoir jouer dans leur petit stade de campagne, les Peñarol, les Nationales et les autres clubs uruguayens. Et ça vaudra son pesant de cacahuètes quand même. Hein, le jour où Peñarol va aller se déplacer au fin fond de l'intérieur. Oui, alors avec cette limite où sans doute qu'ils feront dans les stades relativement grands de l'intérieur et que Peñarol y va déjà, c'est les matchs Ouais. dont on rigole à chaque fois quand ils vont jouer comme ils l'ont fait. Ils l'ont fait il y a 2 semaines à Paysandú ou à Rivera où le stade est une ruine le long de la frontière. Voilà, donc ils le font déjà et il y a toujours beaucoup de supporters et ils se plaignent. D'ailleurs, les grands se plaignent toujours en disant mais les terrains sont pas acceptables, c'est pas possible. Il y avait cette image l'année dernière quand National avait dû se déplacer sur un terrain et retrouver des gros cailloux, ce qui est quand même problématique pour jouer au football en règle générale. Et la Ligue avait quand même validé le terrain. Donc voilà, Ouais. c'est Bon. toujours beaucoup d'histoires Ouais, c'est ça. et voilà. Mais c'est bien, ça va nous générer de nouvelles histoires et pourquoi pas des épopées folles. On verra bien ce que cela peut donner. On va voir surtout si ça va tenir dans le temps, parce que ça c'est une autre question. On verra. Voilà pour la Copa Uruguay. Je viens de vous mettre dans le chat effectivement, c'était un papier sur Hello Lofi. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez aller le voir. Je répondrai pas. On va pas se lancer dans ce débat. Hein. PSV et Milovic, je reviens sur les histoires de recensement. Je te jure, on s'est fait démonter sur 2-3 planètes Hello parce qu'on avait oublié 100 000 habitants. Enfin bon, bref. Voilà. On verra si justement on aura plus de chances de voir un club hors Peñarol ou National gagner cette Copa Uruguay. Hein. On est en train de voir un tournoi. Au final, généralement, c'est toujours Peñarol ou National ces derniers temps qui arrivent à s'en sortir pour gagner le titre. Mais là, par exemple, sur les tournois courts, je te prends un témoin, hein, Jérôme, on le voit ces dernières années, c'est pas forcément toujours Peñarol ou National qui gagnent les tournois courts. Hein. La preuve Oui, en ce moment avec Maldonado. Hein.
Tout à fait et puis alors là, Maldonado, c'est pas encore fait. Il faut quand Non, même, non, mais on a eu ah du Liverpool, du Plaza Colonia. mais c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en effet, il y a eu Liverpool a gagné beaucoup. Même les Supercoupes qui est un autre trophée qu'ils ont créé, entre le vainqueur de l'Intermodio et du championnat et par exemple, Liverpool a gagné Supercoupe, a gagné, le Clausura il y a 2 ans. Colonia a gagné 2 enfin un Apertura, un Clausura sur les 5 dernières années avec celui de 2016. Rentistas Rentistas, évidemment, ouais. qui était pour le coup la grosse surprise. Donc oui, ça arrive et ça arrive aussi, donc comme on le voit avec Colonia sur des clubs de l'intérieur. Rothschild avait déjà fait en 2001-2002, quelque chose comme ça. Donc c'est possible et d'autant plus sur des matchs comme ça et sur une coupe qui aura pas un intérêt extraordinaire. Le prix de la coupe, c'est-à-dire le vainqueur touche 100 000 ce qui est pas, forcément extraordinaire par rapport à ce que peut rapporter la Libertadores ou ce genre de choses. Et Ouais, mais 100 qualifie 000, pas. ouais, mais 100 000 dollars à l'échelle d'un petit club. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais à l'échelle de Peñarol, par exemple, ou de National, Oui, oui, c'est pas ça qui va oui. voilà, ils vont toujours privilégier, par exemple, s'ils ont la possibilité d'obtenir un bon résultat en Libertadores, qui risque voilà, c'est le je on ça peut être le risque, c'est que les grands fassent un petit peu tourner, disons et dans ce cas-là, forcément, quand ils font tourner, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc voilà, on le disait, de juin à novembre, cette compétition, on va voir. On va voir si ça peut entraîner quelque chose et vous allez voir ce que ça peut entraîner parfois en fonction de comment cette compétition est organisée. On va voir ce que ça peut changer aussi au niveau de l'OFI, hein, parce que ça peut aussi nourrir quelques ambitions auprès de certains clubs de l'OFI. On verra. On verra. Et pourquoi je dis ça? Et ça va être la transition. Euh, Là, on n'est pas encore dans le cadre d'une vraie passerelle entre l'OFI et la OUF, mais on a quand même un rapprochement entre les deux, c'est déjà un pas, hein, on va le dire. Hein. Jérôme le disait il y a un instant, bon, c'est quand même deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup. Là, ils vont être obligés de discuter quelque peu. C'est un début, on verra, mais il existe des pays et c'est là où on va aller. On va aller vers toi, notamment Romain. On va aller du côté du Pérou, puisque le Pérou a aussi sa coupe, la Copa Pérou. Et elle, pour le coup, joue un rôle bien particulier, justement, de mise en valeur de ce football. Alors, je ne vais pas dire de l'intérieur, je vais dire essentiellement de province, et pas que, on va dire de manière générale du football amateur. On va en parler avec toi, donc, Romain. Et, mais avant de se lancer dans expliquer comment fonctionne la Copa Pérou, on va quand même aussi, comme on l'a fait avec l'Uruguay, refaire un petit peu d'histoire, justement. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'historique de cette compétition qui, pour le coup, est bien plus ancienne que sa consoeur uruguayenne? Oui, bah, du coup, la Copa Perú, c'est vrai que c'est beaucoup plus ancien parce que ça a été créé donc en 1967. Mais du coup, pour se remettre dans le contexte, il faut savoir qu'au Pérou, ben, justement, pour faire le parallèle avec l'Uruguay, c'est vrai que bah, le Pérou, c'est très, très centralisé aussi. Donc, même si le territoire est beaucoup plus grand, il y a d'autres grandes villes, mais tout se passe à Lima. Hein. C'est pas qu'au football d'ailleurs, et même jusqu'à aujourd'hui. Et donc dans le football, au début, on avait vraiment, au début du siècle, là, on avait une ligue Lima Callao. Donc il y avait vraiment que les équipes de Lima et du coup du port du Callao qui s'affrontaient. Ensuite, faut attendre 1951 pour que le football devienne professionnel. Puis 1962 pour que enfin il y ait un premier rapprochement avec les clubs de province pour la création d'un premier championnat donc décentralisé. Mais à cette époque-là, donc pour vraiment les premiers championnats décentralisés, c'était des clubs invités. Donc il n'y avait pas vraiment de système de qualification pour monter dans cette ligue de Lima, on va dire. Mais c'était du coup la Ligue de Lima qui sélectionnait les meilleurs clubs de province. Et donc en 67, donc 5 ans après, hein, dans la foulée, on va dire, il y a eu la création de cette Copa Pérou pour continuer à promouvoir le football hors capitale. Mais du coup, en 76, c'était vraiment que les clubs de province. Il n'y avait pas encore les clubs de Lima qui disputaient cette Copa Pérou. En Et il fait, y avait c'était une donc compétition parallèle, quoi. Ils se parlaient pas. Exactement, exactement. C'était ça. C'est vraiment une compétition à part, mais qui avait quand même le vainqueur qui montait en première division. C'était une sorte
de deuxième division, sauf que il existait déjà une deuxième division avec une deuxième division de clubs de Lima, uniquement avec les clubs de Lima et Callao, avec le vainqueur qui montait aussi du coup, en première division. Donc, en fait, on avait vraiment deux promus, donc un de la Copa Pérou, de province en fait, et du coup un de Lima. Et bon, ce qui n'était pas très sympa pour les clubs de province, c'était le système de relégation. En gros, ils conservaient que je crois qu'au début, ils invitaient 4-5 clubs de province et il y avait seulement les trois meilleurs classés qui restaient. Et donc, tu en avais deux en fait à chaque fois qui redescendaient. Donc, en fait, les clubs de Lima, ils restaient quand même encore entre eux. Et voilà, quoi. C'était Ouais. encore un système un petit peu, on C'était va un dire, peu pas fermé, très quoi. exactement, quoi. Et, mais bon, par la suite, ça s'est comme un peu plus ouvert petit à petit. Et jusqu'à aujourd'hui, où on a vraiment, on va dire, comme un meilleur mélange, même s'il y a une grosse partie de clubs de Lima encore, on doit être 5 ou 6 par an. Bon, ça dépend des éditions, mais ça peut être un championnat de 18 clubs ou 20 clubs. Après, ce qui se fait sentir, c'est surtout au palmarès. Là, on a quasiment que des clubs de Lima qui ont remporté des titres. Je crois qu'il doit y avoir depuis 62, où il y a le premier championnat décentralisé, il doit y avoir 3 clubs de province qui ont gagné le championnat. Mm. Donc voilà, Ouais. c'est pour vous montrer le rapport de force qui est encore très très fort avec cette notion. C'est vrai on parle de décentraliser, mais il y a encore du chemin à faire. Ouais. Et donc, tu le disais, il y a eu cette coupe. Là, aujourd'hui, on est sur un autre format, hein, sur la Copa Pérou. Justement, il y a toujours quand même tu vas en reparler dans un instant, cette notion d'accès à, pas une compétition continentale, mais d'accès à l'élite nationale. Elle s'organise comment, cette Copa Pérou aujourd'hui? Bah alors, faut savoir que le Pérou il se divise en provinces. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pour ça aussi on parle quand on sort de la capitale, on parle de province parce que réellement, enfin, bon, au-dessus il y a les départements, donc il y a 25 départements, et ensuite les départements se divisent en provinces puis en districts. Donc la Copa Pérou aujourd'hui, donc là cette fois-ci, elle englobe vraiment tous les départements, Lima inclus aussi. Donc là cette fois-ci, il y a vraiment des clubs de Lima qui participent. Il y a vraiment tous les clubs du Pérou, du pays qui peuvent participer, un peu comme à l'image de la Coupe de France, sauf qu'il n'y a pas de club professionnel. Ça serait peut-être la seule différence. Il n'y a aucun club professionnel, donc même encore aujourd'hui. Donc là, on commence la compétition avec l'étape district. Et ensuite, les champions de chaque district s'affrontent. Donc là, c'est l'étape de la province. Puis ensuite, l'étape départementale. Donc là, avec les 25 départements, c'est un peu l'équivalent de nos régions en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, au niveau de l'étape nationale, donc là, on a les champions et les vice-champions de province. Donc, ce qui est sympa, c'est que bon, du coup, vu qu'il y a 25, donc il y a 25 départements, donc ça fait environ 50 clubs qui s'affrontent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment, il y a 2 clubs de chaque département. Donc ça, c'est assez sympa parce que pour la Coupe de France, ça dépend vraiment, bon, du coup, qui est éliminé au fur et à mesure. Mais là, vraiment, dans la dernière étape, c'est assez homogène, on va dire. Sauf quand, évidemment, il y a toujours, vu que ça reste un peu très, 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 très amateur et organisé de façon très aléatoire en fonction des provinces. Et du coup, on peut se retrouver parfois avec moins de clubs parce qu'il y a tout simplement des provinces qui ont abandonné pour X raisons. Après, des fois, on a pu le voir, des provinces qui ont subi des intempéries. Mais bon, quand je parle d'intempéries au Pérou, c'est vraiment bon, des tremblements de terre, Ouais, des éboulements. ouais. C'est C'est vraiment pas trois très, gouttes de très. pluie ou une averse ou une alerte orange, quoi. Voilà, donc ils peuvent vraiment plus jouer au football, c'est plus du tout le thème. Donc c'est vrai que ça arrive assez fréquemment malheureusement, donc on n'a pas tout le temps ces 50 clubs, mais l'idée elle est là d'avoir quand même au moins 2 clubs de chaque département. Et à la fin, donc bon après il y a différentes phases, donc c'est très compliqué parce que en plus chaque édition ça change. Et enfin ils aiment bien faire des petites liguillas, des playoffs, etc. Mais à la fin ça reste quand même assez similaire où on a une sorte ils appellent ça la finalissima. En gros, c'est les derniers
on va dire, enfin, ça commence, je crois que c'est les quarts de finale, etc., demi-finale, et là, ça se passe tout à Lima. Donc là, au Ouais, c'est stade c'est national une de sorte de Lima. Final 8 organisé à Lima, à l'Estadio Nacional, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et après, donc pareil, c'est compliqué parce qu'il y a des petits tournois avant, et ensuite il y a les quatre premiers qui s'affrontent, etc. Donc Ouais. ça change tout le temps. Donc, mais bon, ça fait partie du folklore, on va dire. Mais on précise, hein, parce que histoire que vous ayez bien compris comment fonctionne cette Copa Pérou, elle ne concerne pas finalement les équipes de première division, hein. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai que c'est bien de le répéter. C'est Ouais. encore une fois, jusqu'à la finale, vraiment, on va avoir deux clubs complètement amateurs. Du coup, pour le coup, qui est donc le vainqueur de la coupe, la différence de la Copa d'Uruguay, là vraiment le champion, vu qu'il est forcément amateur, là il va rentrer dans l'élite, mais en première division directement, donc le champion, et le vice-champion, il sera reversé en deuxième division, mais toujours professionnel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien comprendre comment fonctionne la Copa Pérou, et si on doit faire des parallèles avec la Coupe de France, vous imaginez une Coupe de France sans les représentants de la LFP, c'est-à-dire sans les clubs pro. Vous la faites jouer par ces équipes-là. Le vainqueur de la Coupe va en première division, va en Ligue 1. Le perdant va en Ligue 2 et devient Voilà, professionnel. Voilà, concrètement, c'est ça la Copa voilà, Pérou. c'est ça. Donc voilà, ça vous pose le truc. Alors vous allez voir, on va en parler dans un instant. Ça donne lieu à des choses assez exceptionnelles. Mais avant d'évoquer ça, justement, Romain, comment dirais-je, ces spécificités et ces histoires que génère la Copa Pérou, parce que tu l'as dit et on vient de bien le rappeler, elles ne concernent que des clubs qui sont encore à ce moment-là amateurs. Et j'ai presque envie de dire que le club qui a l'ambition de gagner la Copa Pérou doit se préparer à vouloir basculer dans le monde professionnel, ça on en parlera dans un instant. Mais justement, elle est vécue comment au Pérou, cette coupe? Est-ce qu'elle représente véritablement quelque chose pour je vais dire l'autre Pérou, quoi? Bah, c'est ça, c'est vrai que c'est comme tu le dis, tu le résumes bien, c'est vraiment l'autre côté, l'autre face du football, l'autre Pérou du coup. Là-bas, on parle de football macho, en fait, tout simplement parce que c'est un football qui est dur, on a un peu le vrai foot, on va dire, avec des arbitres qui sifflent pas forcément tout. Enfin, ça peut être un peu n'importe quoi aussi, hein. On peut vite basculer dans le grand n'importe quoi, ça représente quand même quelque chose. Les Péruviens sont très attachés quand même à cette coupe, même si elle n'est pas forcément suivie. Bon, après, c'est normal au niveau district, etc. Mais par contre, l'étape nationale avec les finales qui se déroulent à Lima. Là, pour le coup, c'est quand même assez suivi parce que justement, c'est quand même folklorique. On voit débarquer à Lima des équipes complètement folles, amateurs, qui vont débarquer en première division. Donc, pour un fan de, je sais pas moi, de Alianza Lima ou Universitario ou d'un autre club de première division, il va quand même regarder pour voir à quel club il va affronter aussi la saison d'après. Donc, c'est vrai que c'est quand même une coupe assez importante, en tout cas la dernière étape. Et je dirais que même les points positifs, c'est que ça permet aussi la décentralisation et le développement du football en province et du football amateur par la même occasion, parce que c'est vrai que les clubs qui arrivent dans ces dernières étapes, il faut qu'elles se préparent à rentrer dans le monde professionnel. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir conservé ce format et cette coupe parce que ça permet vraiment à n'importe quel club d'avoir des ambitions et d'essayer de se développer. Et pour les joueurs, forcément, qui jouent cette coupe, qui ont toujours joué en province, débarquer dans la capitale, dans le stade, un stade qui est mythique à Lima, ça fait quelque chose. J'imagine, c'est comme pareil en Coupe de France, quand il y a des petits clubs amateurs qui arrivent en finale et qui jouent pour le coup, là, ils vont jouer contre des gros clubs, des clubs professionnels. À chaque fois, on voit des reportages, Ouais. etc. C'est beau. Donc, c'est vrai que c'est le vrai football. Je pense que c'est intéressant toujours de laisser un peu cette part d'amateurisme aussi dans le football, et ça permet aussi aux joueurs de se montrer. Du coup, je prends un exemple de Alex Valera, qui a été le meilleur buteur en 2019 avec son club de Yacoabamba.
et qui est passé du coup en première division et qui a ensuite été transféré à Universitario. Donc c'est pas rien, ça a été un sacré tremplin pour lui parce qu'il a joué à Universitario, qui est un des plus grands clubs de première division et de l'histoire du Pérou, tout en ayant joué dans le monde amateur il y a enfin, un an auparavant. Et maintenant, bah, il est appelé en sélection par Ricardo Careca. Il a joué la Copa América, etc. Donc, voilà, ça Ouais, peut être un tremplin. ça donne des trajectoires incroyables, quoi. Exactement. Et sachant qu'en plus, même pour la petite anecdote de ce joueur, il a même fait du football playa avant. Donc, et puis il se retrouve en sélection. Il va sans doute disputer un mondial, peut-être, s'il est qualifié. Donc, voilà, c'est beau. Ça reste de belles histoires à raconter, en tout cas, cette coupe. Ouais, et tu le disais, hein, on voit Alex Valera, tu le disais, en Uruguay, à terme, elle devrait donner un accessite continental. On va voir si ça donnera. D'ailleurs, on verra, Jérôme, si ça donnera un accessite continental si un club de l'OFI venait à retourner tout le monde, hein. Ça peut être très intéressant. Alors, ça pourra arriver, il faudra voir aussi la clause qu'ils mettent pour savoir qui, parce que ça peut arriver aussi, c'est que c'est le finaliste qui prendrait la place ou Eh oui. est-ce que c'est le alors c'est rebasculé en championnat, comme il y avait la distinction Coupe de France, Coupe de la Ligue en France, ce sera l'un des points et oui, ce sera intéressant, après le problème toujours dans ces cas-là, c'est que les clubs de l'office seraient obligés de disputer le match à Montevideo comme Cerro Largo qui a joué, par exemple, la Libertadores a dû le faire, pour des Mais raisons de là, validité des stades. ouais, mais là, en plus, si on en avait parlé un petit peu en off, ce qui est évoqué, c'est que ça soit Uruguay 4 pour la Sudamericana. Et on C'est ça. rappelle aussi que la Oui. Sudamericana, il y a un premier tour où les Uruguayens s'éliminent entre eux, hein. Oui, tout à fait. Bah, comme c'était à l'époque, donc pour l'anecdote de la Copa Conmebol que je C'est ça. disais, c'est qu'en plus, il y aurait encore une étape supplémentaire. Ça Ouais, commence à le marathon. voilà, c'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent à éliminer toutes les équipes professionnelles d'Uruguay, grosso modo, de faire le barrage, entre guillemets «barrage» contre l'équipe uruguayenne pour être rebasculé en phase de poule, et aller avoir à jouer, le 8e du championnat de Venezuela, heu, ouais, Ouais, c'est pas pour demain. Bon, normalement, c'est verrouillé pour qu'il n'y arrive pas, mais on sait jamais parce que justement, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais avant cela, on va en parler avec Romain parce qu'on a des exemples assez marrants et pas que forcément que marrants parce que vous allez voir, il y a quand même des trajectoires assez folles au Pérou. Mais avant cela, Romain, je le disais, donc à la différence. En Uruguay, pour l'instant, le vainqueur ne gagne rien d'autre que la coupe. Pourrait avoir un accès continental à terme. Au Pérou, tu le disais, ça donne accès juste au monde professionnel. Et la question qui va derrière cela, et je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est il faut le prévoir. Est-ce qu'on peut se montrer en termes quand un club amateur arrive dans la Copa Pérou, il sait qu'il a le risque entre guillemets de devoir basculer dans le monde professionnel. C'est une sacrée contrainte quand même cette histoire-là. Voilà, c'est une contrainte, comme tu le dis, même un risque, parce que forcément, ils arrivent bah, pas du tout préparés, parce que c'est le Pérou et, c'est organisé comme ça. Et malheureusement, euh, on se retrouve aussi encore avec je sais pas si c'est vraiment la bonne solution de mettre comme ça un club amateur, de l'envoyer un peu au charbon, comme ça, surtout en première division. Bah, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il n'y Limite a pas si d'étape c'était intermédiaire. exactement. Tu Donc, deviens pro, mais en France, pour devenir pro, il faut quand même passer, tu vois, il faut monter les échelons, il faut passer à l'échelle nationale. exactement, parce que là, c'était Là, on vraiment. parle de clubs qui jouent en district, Ah oui, concrètement. exactement. Ça peut être n'importe club C'est club de ça. district s'il se prépare un peu, avec un petit peu coup de chance aussi du football, parce que bon, il y a d'autres adversaires parfois qui déclarent forfait et ça arrive souvent. Donc il y a des petits clubs qui ne prévoyaient rien du tout, mais voilà, qui se retrouvent à Lima comme ça. Et puis bon, bah après une erreur arbitraire en leur faveur, Il n'y a pas de etc. VAR, Et hein. puis, et puis ils débarquent en première division. Et en fait, le gros problème, c'est que ça devient trop amateur, sachant que, en fait, pour être en première division, il y a quand même des règles. Il y a quand même, pour avoir la licence, par exemple, il faut une section de jeunes, enfin plusieurs sections jeunes, hein. Il faut une Ouais, il faut section une école de foot. féminine. Voilà, une section féminine, etc., que ces clubs n'ont pas le temps finalement. Donc après, ils vont le faire, et forcément, ils le font, mais un peu à la va-vite, donc ils n'ont pas du tout le temps de préparer tout ça. Enfin, une section féminine, on recrute pas comme ça Bah, c'est ça. en un mercato toute une équipe. Et pour les jeunes, c'est encore pire, quoi, parce que ouais, sachant qu'après, quand en fait, en première division, on est obligé au Pérou de faire jouer un certain temps en fait des jeunes de moins de 20 ans. Donc là, ils vont vraiment envoyer des jeunes ça se trouve, qui vont découvrir le football en même temps que tout le monde. Donc voilà, et en plus de cela, il y a un autre aspect
qui sont un peu plus graves aussi, c'est forcément pour gérer les droits de télévision, parce que c'est chaque club au Pérou qui doit négocier. Et donc là, vu que forcément ils sont pas dans ce monde-là, donc généralement c'est la fédération qui prend en charge tout ça. Et par contre, forcément, il y a des conflits d'intérêts parce que la Fédération du Pérou organise la première division et du coup, on se retrouve avec des clubs amateurs qui leur doivent de l'argent. Donc, eux, la Fédération a plutôt intérêt à ce que ces clubs réussissent pour qu'ils puissent rembourser les dettes. Donc, on a eu des exemples comme il y a un club en ce moment qui est en première division qui est Carlos Stein et dès qu'il y a un penalty en leur faveur, etc., tout le monde crie au scandale parce ils voient que la fédération, ils essayent coûte que coûte de garder le club en première division, quoi. Donc, il y a des trucs un peu bizarres, disons. Donc, Ouais. voilà, Mais on le voit, et ça va me permettre de rebondir avec la question de PSV Milovic dans le chat. On le voit, cette contrainte, elle est lourde. Vraiment, pour donner un exemple franco-français pour que les gens comprennent bien, vous pouvez jouer en district. Je ne parle même pas de jouer en R1, R2, en régional 1, 2, 3. c'est Vous ça. pouvez être en district. Vous pouvez jouer votre match de district le dimanche, même jouer au fin fond du district, en D3, donc au plus bas du football français, et en gagnant la coupe, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver, Romain l'a expliqué, vous retrouvez à devoir jouer en Ligue 1 et préparer une équipe pour affronter le PSG 3 mois plus tard. Donc c'est ça, la Copa Pérou, c'est ce que cela donne derrière. Et justement, je vais la poser, la question que pose PSV Milovic. Est-ce qu'il y a des clubs qui peuvent refuser la montée en première division? Alors, j'ai pas de nom comme ça. Je sais pas si c'est arrivé, honnêtement. Je sais il y a eu des clubs qui ont cédé leur licence à d'autres clubs qui ont été créés, mais c'était pas pour le même motif. Pas pour le même motif. Mais en tout cas, ces dernières années, non, j'ai pas d'exemple. Et c'est une question, alors je sais pas si je te prends au dépourvu là-dessus, tu disais qu'il faut créer des sections de jeunes, des sections féminines et tout. On sait que ça se fait pas en 2 mois. On sait que ça se fait même pas en une année, mais bon, soit, admettons. Ils ont un temps pour les avoir, ces sections, ou il faut qu'ils les aient au coup d'envoi de la saison pro? Il me semble enfin, ils ont un certain temps pour se mettre à niveau, mais vraiment, vraiment pas longtemps, quoi. Parce que parallèlement, il y a les tournois. Bon, là, c'est particulier parce que depuis la pandémie, ils ont dû un peu arrêter tout ça, mais normalement, il y a le tournoi des réserves, enfin, qui est assez importante aussi au Pérou. Et puis, il y a cette fameuse bourse des minutes pour les jeunes qui doivent respecter. Et s'ils ne respectent pas, ils se font retirer des points. Donc, du coup, ça arrive souvent. Même Carlos Stein, du coup, avait été. Enfin, du coup, ils avaient gagné la Copa Pérou. Ils étaient montés en première division et ils avaient perdu des points comme ça. Et ce qui avait permis à l'Alianza Lima, finalement, de rester en première division aussi pour 2021. Et là, Carlos Stein a quand même réussi à travers la deuxième division, cette fois-ci, à revenir en première division. Donc voilà, encore une fois, c'est un club assez obscur lié à la fédération. Donc bon, Ouais. on va pas rentrer là-dedans. Mais bon, voilà. Mais ça, oui, non, ça donne un peu forcément des retraits de points. Mais bon, vu que c'est lié encore avec la fédération, je sais pas, c'est Ouais. assez bizarre. Je sais Et, pas, franchement, j'ai pas encore plus investigué que ça, mais ouais, mais bon, et je vois une autre question de PSV Milovic qui nous demande depuis quand ça se fait cela et s'il y a régulièrement des promus qui font l'ascenseur. Alors, tu vois, je sais même pas si on peut parler de promus puisqu'on parle d'équipe amateur qui devient professionnelle du jour au lendemain, qui se retrouve en première division ou en deuxième division. Et justement, je vais enchaîner là-dessus, en rebondir par rapport à cette question-là, parce que Romain, cette histoire-là, ça nous donne quand même des anecdotes assez folles avec il y a un peu des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a tu parlais voilà, de la polémique Carlos Stein, il y a aussi, tu vas évoquer quelques clubs assez folkloriques, mais il y a aussi des histoires assez incroyables. Binational, c'est l'exemple type, par exemple. et ben oui, justement, enfin, c'est vrai qu'il y a des promus qui arrivent pas forcément. Il y en a beaucoup. Ils font une année et puis ils redescendent. Pour le coup, quand ils redescendent en deuxième Ouais, division. Et là, ils arrivent à s'aguerrir un peu mieux et parfois ils remontent. C'est déjà arrivé. Ou après, oui, ils peuvent redescendre au niveau district et refaire la Copa Pérou, etc. Mais pour le cas vraiment du Deportivo Binacional, ils ont remporté la Copa Pérou. Je crois que c'était 2010, non, 2017.
Ouais, voilà, 2017. Ensuite, ils ont joué en 2010, non, ouais, 2018, ils gagnent la Copa Perú. 2019, ils jouent la première division et ils la remportent. Donc là, Ah, vraiment, c'est on a eu dingue. ouais, on a eu vraiment une équipe complètement amateur réussir à gagner le titre. Mais alors là, pour le coup, ils ont été bien aidés parce qu'ils jouent à quasiment 4000 mètres. Donc là, tout le monde s'est cassé les dents chez eux. Et bon, bah, clairement, bon, après, ils ont eu ils ont eu un très bon entraîneur, vu que c'est Roberto Mosquera, qui est l'actuel entraîneur du Sporting Cristal, et qui a vraiment très, très bien joué le coup pour les finales aller-retour, parce qu'ils ont dit, bah, nous, on prend le match aller chez nous. Donc vraiment pour tuer le match contre l'Alianza Lima. Donc ils ont dû gagner, je crois, 4-0 ou 4-1. Et après, ils se sont présentés à Lima, voilà, tranquillement. Ils ont perdu peut-être 1 ou 2-0, mais du coup, finalement, ils ont gagné le championnat, quoi. Et Donc donc, c'était assez fou. Et et donc, après, l'année d'après, ils ont joué la c'est ça. Libertadores. Et bon, voilà, on va pas en Ouais, parler. on parlera pas du contre River. Mais Mais ils ont on- battu Sao Paulo quand même. Enfin, faut le c'est dire, ils ont ça. quand même battu Sao Paulo de Dani Alves chez eux, Exactement. quoi. Donc c'était quand même extraordinaire comme histoire. C'est ça, c'est-à-dire que, parce que bon, je le disais en rigolant, bon, ils ont pris une tôle au Monumental, mais ça, c'est pas la question, parce qu'on est quand même dans le cadre, on le disait à un instant, d'un club amateur qui se retrouve propulsé en première division, donc voilà, qui remporte la première division, qui joue donc la Ligue des Champions sud-américaine, et qui bat Sao Paulo. Enfin, c'est un truc totalement dingue quand même. Oui, bah en plus, ils se sont un peu battus pour avoir aussi le stade, du coup, leur stade est homologué. Je crois qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'éclairage. Et pour jouer à Libertadores, il fallait l'éclairage, vu que ça se disputait enfin, le soir. Donc, ils ont tout fait vraiment pour le coup. La région a mis beaucoup d'argent pour remettre bien le stade aux normes, etc. Et bah, forcément, quoi, pour essayer de faire un résultat, quoi. Et Et bon, c'est sympa. Et pour le coup, dans le cadre de Binational, voilà, on est dans typiquement une équipe qui a su prendre ce train-là. Alors c'est pareil, tu disais, ils avaient Roberto Mosquera, c'est pas n'importe qui déjà. Donc ça veut dire ils ont très très vite réussi à se structurer aussi. Binational est toujours en première division. Binational est toujours solide, hein, on va le dire, hein, est toujours sérieux. Chez eux, parce Chez qu'à eux, Lima, c'est on est compliqué, quoi. d'accord. On est d'accord. Mais le fait est que ça tient, hein, pour l'instant. Oui. Le club s'effondre pas. Il y a aussi d'autres clubs qui jouent en altitude qui réussissent pas aussi bien, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Donc bien ça sûr. fonctionne. Mais on a aussi, on va finir la partie péruvienne là-dessus, on a aussi des histoires assez folkloriques. Hein. Oui, bah après, forcément, ça donne, vu qu'on est en plein amateur, c'est comme si, en fait, une bande de potes, bah, je sais pas, avec vos potes, vous décidez de créer un club comme ça pour le fun, vous l'inscrivez dans votre district, et puis bah, vous arrivez en pro. Donc, mais enfin, c'est vraiment, du coup, on se retrouve avec des noms, des noms de clubs, des logos, des maillots complètement fous. Bah là, le dernier en date, c'était le fameux FC Pirata. Avec, bah, quand ils jouaient en amateur, ils avaient mis le logo de Jack Sparrow des Pirates des Ouais, Caraïbes. Enfin, moi, j'adorais les suivre quand ils ont commencé du coup à être connus à l'étape nationale. J'avais commencé à les suivre et je voulais vraiment qu'ils gagnent. Et du coup, ils ont gagné. Ils ont gagné la finale, etc. Ils se sont retrouvés en première division. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais par contre, ils n'ont pas pu ouais. garder ce logo parce qu'il y a eu, ils ont été en conflit avec Disney. Enfin, Bah du là, coup, vous ils ont voyez le maillot, changé. je veux dire, il est clair. Hein. Ouais, mais c'est complètement dingue, quoi. Donc, et c'est vraiment, ouais, on dirait vraiment une bande de potes qui a fait ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, on Et se puis, retrouve, puis pareil, avec des noms. On a eu les Deportivo Saiyajin, comme les Super Saiyan, ils avaient fait vraiment le maillot, comme les armures dans enfin, Dragon, voilà, de Dragon de Ball, Dragon quoi. Ball, Et ouais. c'est vrai, vraiment des gamins qui font ça, on dirait des gamins de 12-13 ans qui ont fait le club, quoi. Et, euh, et bon, on a aussi des logos qui sont complètement pompés de clubs européens. On a vraiment le Bayern Munich, Liverpool qui se retrouvent là. On comprend pas trop, mais c'est vraiment non, mais c'est vraiment le folklore pour C'est le ça. coup du Pérou. Et bah, ce que j'aime bien moi du coup pour clore un peu ce dossier, c'est ce côté Copa Pérou, c'est encore le vrai football et la part innocent encore de notre enfance qu'on voit avec ces noms et tout. On est quand même content de voir ces clubs-là et c'est le football d'un peu un football d'enfant avec une vision d'enfant, quoi. Donc, je dirais que c'est là où le football a encore un sens, quoi, Ouais. peut-être.
C'est ça. C'est après voilà, c'est l'autre football péruvien et c'est aussi cela qui fait son intérêt. Ça peut faire des prétendants à la Cacamiseta. Ouais, ils sont pas Oui, il y en a éligibles plein. tant qu'ils sont pas dans une première division. Le Pirata pouvait y être. On va attendre un petit peu l'équipe du Super Saiyan quand même. Hein. On va les suivre avec attention. Mais mais on verra, on verra. D'ailleurs, la Cacamiseta, il faudra qu'on réactive cela. Et je vous spoil un peu, ça se passera probablement sur Twitch. On aura le temps d'en rediscuter. Il faut que je me pose un petit peu, que j'en discute avec les amis des cahiers. Et puis voilà, on en parlera à terme de cette histoire de Cacamiseta. Mais effectivement, voilà, vous voyez ça. C'est aussi un autre football qui s'affronte. On sera peut-être pas dans le folklore aussi puissant, hein, côté OFI et Uruguay, même s'il y a des choses assez rigolotes du côté de l'OFI, Jérôme. Mais bon, à voir ce que Ah ça oui, peut oui, donner. clairement. Dans l'office, je voulais pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a un Borussia Dortmund de Vichel El Carmen, c'est-à-dire ils reprennent. Alors, le truc typique en Uruguay pour les clubs de l'intérieur est de pomper des noms d'autres clubs. C'est-à-dire il y a des San Lorenzo, il y a des Peñarol, des Nacional, Ouais. évidemment, hein, ça c'est plus que logique. Mais donc il y a aussi un Borussia quoi, qui se balade au nord de l'Uruguay. En ligue universitaire, là pour le coup, c'est vraiment du n'importe quoi. Et ils font voilà, des noms des noms d'alcool, il y a un vodka junior. Euh, donc là, c'est plus les universitaires, les jeunes. À l'intérieur, c'est vraiment pour le coup ce qui se faisait beaucoup parce qu'à l'époque, on a beaucoup parlé du football de l'intérieur, c'est parce que faut imaginer qu'il y a 30, je pars en digression totale. Il y a 30-40 ans, les gens n'avaient pas accès au football par la télévision, surtout que ce soit en Uruguay, au Pérou, j'imagine un peu pareil. Il n'y avait pas forcément la télé, ou les gens n'avaient pas tous la télé, ils ne voyaient pas les Ligues des Champions, ils ne voyaient pas le Real Madrid-Barça que les gens voient aujourd'hui. Donc leur moyen de voir du football, c'est d'aller au champ du coin et de voir les 22 mecs locaux s'affronter entre eux. Et souvent, ils se donnaient le nom de l'équipe qu'ils avaient entendue dans un journal, à la radio ou quelque chose. Un petit peu comme il y a les Wanderers à Montevideo où ça vient de l'Angleterre, quoi. Il y a beaucoup de noms qui viennent comme ça de l'Angleterre aussi. Et à l'intérieur, c'était des noms de clubs. Et voilà. Ouais, non, mais voilà. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode spécial sur sur les noms de clubs, un de ces quatre, parce qu'il y a moyen. Il y a moyen de bien se marrer quand même. Avec, dans Clairement. les différents pays, je pense qu'on peut s'amuser à faire ça. Voilà, bref, c'est sur là-dessus qu'on va clore ce dossier sur les coupes nationales. Cette première partie, on ira un petit peu en Asie la semaine prochaine, vous verrez. On ira un petit peu en Asie, avec un autre pays dans la boucle aussi. On va voir, on va faire un petit peu le tour des différentes coupes pour voir comment ça s'organise et pour voir aussi les influences et les impacts et la résonance que peuvent avoir ces compétitions aussi dans le développement des footballs locaux. On vient de le voir avec le Pérou. On verra ce que ça donnera à terme avec l'Uruguay. Mais vous voyez qu'avec le Pérou, ça peut aussi changer un petit peu le paysage. Pas le révolutionner, mais modifier un petit peu le paysage professionnel. Voilà pour cette partie du dossier. On va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir aller au Brésil avec Marcelin. Parce que oui, on va aller au Brésil avec Marcelin. On va parler du maillot de la semaine. Et Marcelin, je le disais, le maillot de la semaine, je vais te mettre en grand comme ça on verra bien la fierté que tu as de porter ce maillot-là. C'est ce maillot enfin c'est pas ce maillot en fait, hein, pour tout dire, mais c'est ce club-là, c'est le maillot du Corinthians, un étrange maillot qu'ils ont eu en 2021 et là qu'ils ont encore, on va dire pour encore quelques heures, ou quelques jours, pas quelques heures, on va pas abuser non plus, quelques jours, voire quelques semaines, c'est ce maillot avec ce très étrange motif qui a été dessiné par Nike. Hein. Oui, donc c'est le maillot de 2021, donc cette saison, enfin la saison dernière et jusqu'à demain. Et donc un maillot avec des fissures et des taches. Donc le but, c'est de faire penser à la rue et ça rappelle le côté populaire du Corinthians depuis sa fondation et encore aujourd'hui, c'est le Corinthians à l'image du club du peuple. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette allusion à la rue. Dans le dos, il y avait aussi en style graffiti l'inscription Os Donos da Rua, donc les maîtres de la rue. Et le directeur marketing du distributeur de Nike explique à l'époque que le Corinthians a sa valeur liée à la démocratie, briser des barrières, lutter contre les tabous, les préjugés et stéréotypes, et dans l'ADN du club et l'ADN de Nike. Donc c'est comme ça que ça avait été présenté à la sortie du maillot. Voilà, alors vous le voyez, hein, ce maillot. On en pense qu'on en veut sur l'aspect esthétique. Il y a le plan communication de Nike, que tu viens de nous le dire.
voilà, les maîtres de la rue, blablabla, lutter contre les préjugés. Le fait est qu'ils ont beau essayer de bien le vendre niveau com, dans les faits, ce maillot-là fait pas franchement l'unanimité. Hein. Oui, le maillot a été assez mal reçu par les supporters, parce que ça, sur le maillot domicile, d'habitude, le Corinthians, il y a rien. Donc là, ces motifs, ça faisait bizarre. Surtout que les fissures pouvaient faire penser à un mur qui est proche de s'écrouler. Et donc, les supporters, à l'époque, l'avaient comparé à la situation du club, parce que le Corinthians avait terminé le Brasileirão 2020 à la 12e place. Donc, c'est vrai que maintenant, il s'est passé un an et ils ont fait un recrutement et ça va mieux du côté du Timao. Mais à l'époque, c'était difficile déjà au niveau sportif. Donc, on leur sort ce maillot qui est discutable. Et ouais, ça le maillot qui se fissure quand le club est en train de tomber, c'est sympa hein, comme idée. C'était la blague qui a été faite par les supporters du Corinthians eux-mêmes et puis aussi les rivaux. Bon, maintenant, on s'habitue à tout, donc ça va un petit peu mieux. Et le maillot, d'ailleurs, a fait le buzz ce week-end sur TikTok, parce qu'il a été utilisé par 25 jeunes de Turquie pour un tournoi scolaire. En fait, Vitor Pereira, donc l'entraîneur actuel du Corinthians, a entraîné Fenerbahçe. Et donc, ces jeunes connaissaient un petit peu le Corinthians et eux, ils aimaient bien le maillot 2021 qui était disponible sur Internet. Et donc, ils ont acheté 25 maillots pour disputer ce tournoi scolaire. Et ensuite, ils ont reçu beaucoup de messages de la part des supporters du Corinthians. Parce qu'au Brésil, les supporters, ils aiment bien quand on va parler de leur club à l'étranger, encore plus en Europe. Donc, les supporters ont envoyé des messages et vont se mettre à suivre ce tournoi scolaire en Turquie. Donc, on verra, ils ont gagné le premier match, mais ça va être suivi, je pense, au Brésil, même si le maillot vit ses dernières heures, puisque Nike et le Corinthians vont profiter du match de demain contre Boca Juniors pour lancer le maillot 2022, puisque c'est un maillot cette fois-ci qui va rendre hommage à la première Copa Libertadores remportée par le Corinthians, c'était il y a 10 ans, contre Boca Juniors en finale. Donc, ils vont profiter du match pour lancer ce maillot. J'en avais parlé de la Libertadores 2012 dans le magazine numéro 16. Et sinon aussi pour ce maillot-là que je porte actuellement, c'est celui de 2015. Et il y a une inscription qui fait référence au mondial des clubs 2000. Du coup, celui-là, j'en parlais dans le dernier magazine. Mais c'est un hommage au mondial 2000. Et d'ailleurs, les manches noires de ce maillot-là, c'est les mêmes que le maillot de 2000. Donc voilà, ils aiment bien aussi faire référence à des titres passés. Et c'est sûrement que celui de 2002 sera un peu plus simple et passera mieux auprès des supporters. Ouais, il devrait y avoir moins d'envolées au niveau du design parce que je vais montrer la photo du maillot du Corinthians 2012. Si on oublie les 75 milliards de sponsors qu'il y avait, il était quand même bien plus sobre que le mur qui se fissure. Hein. Ouais, c'est difficile de faire plus osé que le mur. Et justement, on l'évoque parce que c'est quand même très particulier. La relation entre le Corinthians et son équipementier. L'équipementier, c'est Nike. Nike qui est pas forcément bien vu un petit peu partout au Brésil ces derniers temps, avec le Corinthians qui reste un petit peu la dernière exception hein, pour cet équipementier-là, indépendamment de la CL100. Oui, parce que le Corinthians va devenir le seul club brésilien de Serie A sous contrat avec Nike, donc qui avait été prolongé en 2017 jusqu'en 2029. Parce qu'avant, il y avait le Red Bull Bragantino qui était aussi chez Nike, mais c'était pas vraiment satisfait parce qu'on trouvait difficilement le maillot en boutique. Il y a aussi l'International avant qui était chez Nike, qui est passé chez Adidas. Et d'ailleurs, en 2020 aussi, le Corinthians se posait la question de s'il continuait avec Nike ou pas, toujours pour ses problèmes de trouver le maillot facilement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on pense au Corinthians, on pense à Nike. Ça a commencé le partenariat en 2003. Et aujourd'hui, c'est vraiment les deux sont liés un petit peu comme la CL100 avec Nike. Et je pense d'ailleurs que c'est dans la stratégie de Nike de ne pas avoir beaucoup de clubs, mais vraiment un club fort qui est l'un des plus grands clubs du Brésil et l'un des plus populaires. Et donc, je pense que ça fait partie aussi de leur stratégie d'avoir juste un club. Je pense que ça leur suffit tant que c'est le Corinthians.
Ouais, puis ça peut permettre aussi, alors dans l'absolu, c'était le cas avec ce maillot-là, hein, qui a certes fait polémique, mais qui est unique en son genre. On en parle parfois pour les sélections, le travail qui est fait au niveau de la sélection nigériane, par exemple, où le maillot est toujours très particulier, très identifié. Alors il plaît ou il plaît pas, mais il est tel qu'il est. C'est aussi ça qu'ils peuvent faire avec le Corinthians, concrètement, Nike, dans leur stratégie. Oui, il faut aussi un maillot qui se démarque. Mais d'ailleurs, le Corinthians va être un peu plus impliqué au niveau marketing pour choisir le maillot. Et c'est vrai il y a toujours une histoire derrière le maillot. Donc oui, ça fait aussi partie de la stratégie et ça permet d'en vendre aussi, parce qu'il y en a qui l'apprécient. C'est pas tout le monde non plus Eh non. qui l'a détruit. Et puis même ceux qui ne l'aimaient pas, ils finissent par l'acheter. Bah oui, tu finis toujours par acheter le maillot de ton club, même si tu le trouvais moche au départ. Et voilà, Nostromo nous parle du manteau de Massa, on en a parlé, mais qui est bien différent dans l'esprit et qui a été conçu par certains, par des fans, hein, concrètement, et élu par des fans, mais qui a un maillot particulier puisqu'il n'est pas porté concrètement. Là, c'est pas le cas, hein. Là, le maillot est tout le temps porté. Il y a quelques maillots qui sont faits parfois par des fans dans différents pays. C'est pas encore le cas pour le Corinthians avec Nike, même si tu l'as dit. Ils sont toujours ensemble, ils n'ont pas prévu de rompre le contrat, hein, ils n'ont pas prévu d'arrêter, hein, Marcelin. Non, ben, il se posait la question En en 2020, ouais, tu 2020, mais après, non, c'est là pour l'instant le contrat va jusqu'en 2029. Ouais. Après, je pense aussi qu'ils gagnent du coup assez bien avec, Ouais. avec Nike, surtout ils sont payés en dollars. Donc ça permet aussi d'avoir une recette, même si elle est complétée par d'autres sponsors sur le maillot. Oui, mais bon, c'est vrai que voilà. Bref, mais voilà, on verra à quoi ressemblera le maillot 2022. Pour cela, rendez-vous avec la Libertadores cette semaine. Est-ce qu'ils ont, on va en profiter, je sais pas si tu es au courant de ça, hein, Marcelin, si tu vois la question passer, la question de Nostromo, est-ce qu'ils ont prévu des festivités par rapport aux 10 ans de la Libertadores? Et on peut même aussi parler des 10 ans de la Coupe du Monde des clubs, hein, concrètement, qui va arriver. Hein. Alors, je sais pas quoi exactement, mais oui, je pense, Il y a des chances, ouais. on verra demain. Mais oui, normalement, va y avoir des événements où, en tout cas, ils vont le rappeler un certain nombre de fois que ça fait 10 ans qu'ils ont gagné la Libertadores et le Mondial. Voilà, et je disais le mondial, tu viens de se citer, Romain, dans le chat direct, et disant du but de Paolo. Petite anecdote très personnelle, mon fils qui à l'époque était un petit peu plus supporter de Chelsea, je lui avais annoncé le but de Paolo. Voilà. Parce que déjà je le saoulais avec Paolo Guerrero. Voilà, donc si vous croisez mon fils, parlez-lui de Paolo Guerrero et vous allez voir ce qu'il va vous répondre. donc voilà, on va rester là-dessus sur ce maillot du Corinthians de 2021. On verra à quoi ressemblera celui de 2022 et puis on va enchaîner avec la rubrique suivante. On va rester un petit peu au Brésil. Tu as presque fait la transition avec l'Inter et son maillot Nike passé chez Adidas, puisqu'on va évoquer quelqu'un qui est clairement une légende à l'international. On va parler bien évidemment d'Andrés D'Alessandro. C'est le joueur de la semaine. Andrés D'Alessandro, je le disais, si j'arrive à mettre tout comme il faut, on va parler donc d'une légende de Argentine, mais une légende surtout au Brésil, vous allez le voir, on va rappeler un petit peu son parcours à Andrés D'Alessandro. Rappeler un petit peu son parcours. Tout gamin à Argentinos, forcément, parce que les meilleurs joueurs argentins passent toujours un jour ou l'autre par Argentinos, puis après il va passer par River Plate, où il grandit dans les académies du club, et il va faire ses débuts à 19 ans. Avec le club à la bande rouge, il y reste 4 saisons, le temps de remporter ses premiers titres. Et il va tenter l'aventure européenne. Alors pour le coup, il la tente assez tard, hein, puisqu'on le dit, il est resté 4 ans à River avant de tenter l'aventure européenne. On va le croiser à Wolfsburg. Alors que bon, l'Argentine à l'époque le voyait déjà du côté du Barça, le voyait du côté de la Juve, du United. Bon, après, on sait très bien comment ça fonctionne en Argentine, ça s'enflamme un peu très, très vite quand même. Et on va retenir du fait de son passage à Wolfsburg, on va juste retenir le fait qu'il a marqué le 4e but de l'histoire de la Bundesliga, hein, parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Ça s'est pas forcément très très bien passé. Il y a même une phrase de Klaus Augenthaler qui a déclaré après coup que D'Alessandro se prenait pour Maradona. Bon, c'est toujours sympathique. Bref, il y reste 2 saisons et demie. Il va faire un prêt en Angleterre, du côté de Portsmouth. Il va se poser à Saragosse, pas très longtemps. Il fait une bonne première saison avant de se fâcher avec tout le monde. Et donc voilà, l'Europe, c'est pas franchement pour ce joueur-là. Puisqu'il va rentrer d'abord en Argentine, à San Lorenzo. Mais, je l'évoquais il y a un instant, il était dit
que d'Alessandro serait l'homme que d'un club. Ce club-là, ça sera l'Inter, puisque c'est à Porto Alegre qui va briller. C'est là qu'il remporte la Sudamericana, c'est là qu'il devient le meilleur joueur de l'année 2010. Et je peux peut-être remettre aussi une photo d'Alessandro, ça irait tout aussi bien. J'imagine que tout le monde sait à quoi ressemble Andrés d'Alessandro, mais quand même, on ne sait jamais. Peut-être que vous découvrez. Bref, Andrés d'Alessandro avec ce maillot de l'Inter, qui est son club. C'est là où voilà, il va gagner quasiment tout. Il va y passer 13 saisons. C'est le club de sa vie. Et, il va passer 2 saisons seulement loin de ce qu'on peut appeler sa maison. En 2016, il rentre un temps du côté de River. Il gagne la Copa Argentina et puis il retourne à l'Inter. On va l'évoquer dans un instant avec Marcelin. Et puis il a fait une autre pige en 2021. Du côté de National, où là, pour le coup, et là on peut l'évoquer avec toi, Jérôme, il n'a pas laissé un grand souvenir non plus, Andrés d'Alessandro. Non, et puis alors c'est toujours le problème des Argentins qui arrivent en Uruguay, c'est que ils doivent démontrer un petit peu plus que les autres. Là, il est arrivé dans un national qui n'était pas en grande forme, et lui-même a semblé ne pas l'être non plus. Alors c'est toujours très compliqué de juger sur une saison, mais il a été souvent assez moqué en étant un petit peu pré-retraité en Uruguay. Voilà, donc ça se passe pas forcément bien du côté de National, on l'a dit, mais de toute façon on l'a dit, il n'y a qu'un seul club. Si vous ne connaissez pas Andrés d'Alessandro, il n'y a qu'un seul club, c'est l'International de Porto Alegre, qu'il a donc quitté là définitivement il y a quelques jours. Il a disputé son dernier match, on va en profiter d'ailleurs pour regarder ce qui reste donc son dernier but, et vous allez voir que ce garçon-là, même du haut de ses 41 ans, il lui reste quand même quelques, comment dirais-je, quelques qualités techniques au niveau de l'élimination. Voilà, Andrés d'Alessandro qui a marqué son dernier but pour son dernier match avec l'Inter. Marcelin, je le disais, d'Alessandro n'a qu'un seul véritable club dans lequel il s'est senti parfaitement, c'est l'Inter. Et c'est une véritable légende, une véritable idole au club. Oui, c'est peut-être l'étranger qui est la plus grande idole d'un club brésilien, même si forcément il y en a eu d'autres, par exemple Arce, Palmeiras, Gamara au Corinthians, Lugano, Sao Paulo, Petkovic et Arrascaeta aujourd'hui au Flamengo. Dans les années 70, il y a aussi eu d'autres étrangers. Du côté de l'International, par exemple, il y a eu Elias Figueroa qui est aussi une légende du club. Mais d'Alessandro, il a les titres, il a la longévité et le charisme. Donc, c'est 3 choses importantes vraiment pour être une véritable idole. Donc, tu l'as dit, on remporte la Copa Sudamericana et la Libertadores. Il remporte 7 fois le championnat gaucho. Il joue plus de 500 matchs avec l'Inter pour 97 buts et 113 passes décisives. Donc, il a les saisons et les chiffres. Et aussi par rapport aux autres étrangers que j'ai cités, à part Lugano à Sao Paulo, mais sinon, c'est le seul qui a joué seulement dans un seul club brésilien. Et puis en plus, l'année où il est prêté à River Plate, c'est l'année où l'International descend en Série B. Donc son histoire aurait pu être un petit peu entachée par une relégation, mais finalement c'est le contraire puisqu'il n'est pas là et il revient l'année suivante pour aider l'Inter à retrouver le Brasileirão. Donc ça va encore participer à sa légende. Et puis quand on, ouais, puis on pense, je te coupe 2 secondes, c'est ça, c'est-à-dire que l'année où il n'est pas là, l'Inter descend. C'est ça, et oui, il revient tout de suite après, donc ça compte aussi parfois c'est les joueurs qui vont descendre avec le club qui décident de rester en Série B. Lui, il a même pas la descente, il revient et tout de suite l'Inter remonte dans le Brasileirão, donc c'est encore une ligne de plus à sa légende. Et puis quand on pense à lui, on pense aussi au Grenal forcément. Puisque ces chiffres là aussi sont hallucinants. Il y a 40 matchs contre Grêmio, donc Grenal c'est le grand classico contre Grêmio. Il fait 40 matchs pour 16 victoires, 13 nuls et 11 défaites, donc un bilan plutôt positif. 9 buts, c'est le meilleur buteur du Grenal dans le 21e siècle. 7 passes décisives, et puis aussi quelques boîtes et provocations qui aident aussi. Par exemple, en 2018, dès le tirage au sort avant le match, il insulte le capitaine de Grêmio, Maicon, et il est proche d'en venir aux mains. Donc ça annonce un petit peu le match déjà. Mais ça participe aussi, ce côté-là, à sa légende. Et il correspond un petit peu à l'image du joueur argentin qu'on peut avoir. Donc, un pied gauche incroyable. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime aller au combat, qui va surtout pas se laisser impressionner
Et c'est quelque chose qui plaît au Brésil en général et particulièrement dans le sud du Brésil. Donc c'est pour tout ça qu'il est une légende. C'est un petit peu le joueur que tu détestes quand il est dans l'équipe adverse, et quand il est dans son équipe, tu l'adores. Et c'est le cas pour les fans de l'International. Et voilà, pour tout ce qu'il a fait depuis 2008, c'est incroyable quand même s'il y a eu deux piges ailleurs, plus de 14 ans dans le même club. C'est légendaire. Et pour moi, ouais, ça peut être l'idole étrangère où il y a l'identification la plus forte avec un club brésilien. En tout cas, il est dans le débat. Ah ouais, clairement, tu le dis à l'instant, 14 ans au club, tu l'as dit tout à l'heure, plus de 500 matchs, 529 je crois. C'est le deuxième plus grand total de l'histoire du club. C'est le 15e meilleur buteur de l'histoire du club. C'est donc 12 titres, hein, c'est ça, hein, je crois, avec le club. Mais au-delà des stats, hein, parce que voilà, on parle du joueur, on parle de son parcours, on parle de ce qu'il est. C'est aussi un formidable technicien. Il y a un geste, hein, qui résume d'Alessandro. Je vais vous mettre quelques images. Alors, il y a du River. Vous allez voir, il y a de l'Inter et puis il y a même du Saragosse dedans. C'est ce geste-là, ce dribble-là, hein, la boba d'Alessandro, ça s'appelle ainsi. Je ne sais pas comment on peut le décrire, une espèce de... Il arrête le ballon et il le fait rouler derrière, et derrière il accélère. Alors généralement c'est accompagné d'un petit pont, hein, vous allez voir, vous allez vous régaler sur les images. Mais ça reste aussi, c'est ça, hein, d'Alessandro. Il y a du caractère, c'est très argentin, mais c'est un sacré pied gauche quand même, hein. Oui, ouais, il a les deux. C'est vrai que au Brésil, ouais, les Argentins, il y a le côté combatif, mais aussi la technique. C'est vrai que lui, il combine les deux à merveille. Et oui, c'est pas que un joueur qui va mettre des coups, loin de là. Et c'est aussi pour ça que c'est une idole. C'est vraiment le maître à jouer de l'International. Après, Jérôme, du coup, parlait en Uruguay, c'était un peu moins bien passé. Alors, là, il était vraiment en fin de carrière, Ouais. mais bon, il a tellement fait à l'International que voilà, ça faisait plaisir aux supporters de le voir quelques minutes sur le terrain. Mais dans les années 2010, c'était vraiment lui qui faisait le jeu de l'Inter. Ouais, on l'a dit, hein, meilleur joueur d'Amérique du Sud en 2010 quand il gagne la Libertadores avec l'Inter. Voilà, je vous laisse déguster encore quelques images de ce qu'est ou était, hein, Andrés D'Alessandro, qui a donc arrêté sa carrière et qui a dit au revoir à l'International avec un dernier but. Là aussi, hein, c'est toujours la légende, 41 ans, il fait son dernier match, il marque son but, il peut s'en aller, les bras en l'air, c'est juste... Enfin voilà, c'est magnifique, quoi. C'est D'Alessandro, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, Andrés D'Alessandro. C'était forcément l'hommage qu'on voulait lui rendre. Évidemment, on était obligé de passer par un hommage à Andrés D'Alessandro. On va pouvoir passer maintenant à la toute dernière rubrique de cette émission avec les rendez-vous de la semaine. Alors, quelques rendez-vous à vous donner. Je ne sais pas, messieurs, si vous en avez dans vos championnats respectifs, et si vous voulez m'en donner là, vous pouvez, hein. Marcelin, t'en as, toi, du côté du Brésil? Il y a de l'affiche ce week-end? Ouais, dimanche à 21h, il y a Corinthians Fortaleza, le club de Libertadores qui sont plutôt costauds. Fortaleza, en plus, a perdu ses 2 premiers matchs, donc ils ont besoin de points, de réagir. Donc ça peut être intéressant. Et puis un horaire un petit peu moins sympa, c'est lundi à 1h du mat, mais Sao Paulo Santos, donc c'est toujours bien un petit Le classico. Sansão. Et c'est vrai que le Sansão, mais l'horaire, il pique un peu quand même. Ah, 1h le lundi, ça va, c'est le début de la journée. C'est la fin de la nuit. Jérôme, t'as quelque chose en Uruguay? On a perdu Jérôme. Ah, il est peut-être parti, en fait, j'ai pas fait attention. Il est parti, alors c'est peut-être Romain qui est encore avec nous. Romain, t'es encore avec nous? Je suis là, ouais, je suis toujours là. Mais au Pérou, ouais, il y a un petit Melgar Cienciano qu'on appelle aussi le Clásico del Sur au Pérou. Donc samedi à 22h30, en plus, c'est un horaire sympa. Et Melgar Cienciano qui sont dans une bonne forme, en tout cas en début de saison. Donc voilà, ça peut être un match sympa. Eh ben écoute, voilà Melgar Cienciano. Sinon, des rendez-vous assez traditionnels. Je parlais tout à l'heure de l'Asian Champions League qui se joue cette semaine. Ça se joue un peu le matin pour certains, un peu l'après-midi pour d'autres. Je vous laisse regarder les programmes parce que j'ai pas tous les matchs en tête et il y en a encore beaucoup, hein. Il reste une journée pour la partie ouest. Il reste 2 journées pour la partie est. Ça sera mardi, mercredi, jeudi de mémoire. Ça va se répartir sur ces 3 jours-là. En tout cas, pour les premiers rendez-vous, je sais que l'Est se termine le 30, je crois, de mémoire. Sinon, des rendez-vous continentaux, bien sûr, avec de la Libertadores, notamment dans la nuit de mardi à mercredi, c'est-à-dire
très proche. On va peut-être essayer de se faire un petit live de Libertadores parce qu'il y a quand même 2 matchs bien sympas. Ouais, ça s'enchaîne très très vite en Asie. Nostromo, c'est un sprint, hein, c'est 6 matchs en 18 jours. Hein, donc voilà, c'est carré. Il n'y a pas le temps de respirer. Puis en plus, ça va commencer à faire tourner un petit peu pour certains. Bref, pour la Libertadores, des rendez-vous cette semaine. Je le disais, dans la nuit de mardi à mercredi, on va peut-être se donner rendez-vous du côté de minuit 15 parce qu'on a un Vélez Nacional et on a un Estudiantes Bragantino qui peut être sympa. Vu l'état de forme d'Estudiantes, ça risque de... On va voir si ça va être... on va voir comment le jeu offensif de Bragantino va être géré par la froideur d'Estudiantes. Il y a aussi un Independiente del Valle Atlético Mineiro, là c'est à 2h30, alors je suis pas sûr qu'on soit encore vivant. Il y a bien évidemment le Corinthians Boca. On verra si on donne d'autres rendez-vous dans la semaine. Il y a un Colo-Colo River dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin. L'Alianza joue à Fortaleza, c'est ça, dans la nuit de mercredi à jeudi, Romain. C'est ça, ouais, il se déplace au Brésil. Ouais. Ouais, et Cristal, du coup, en Argentine, à Talleres. Tacheres, pardon. Tacheres. Voilà, attention, on est en Argentine, monsieur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on essaiera de voir comment on peut s'organiser, si on peut vous faire quelques lives. Je pense que c'est jouable dans la nuit de mardi à mercredi. Et effectivement, Estudiantes Bragantino, ça peut être très sympa. Et sinon, je vous le rappelle, il y a aussi de la Conca Champions cette semaine dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc là, on est en Amérique du Nord avec peut-être, enfin, j'ai envie de dire c'est l'année ou jamais, mais on le dit un peu chaque année, une victoire américaine dans cette compétition. Les Pumas, si chers à notre Diego Nacional, accueillent les Sounders de Seattle. Normalement, sur le papier, j'ai presque envie de dire que Seattle est favori. On va voir comment ils vont gérer le déplacement au CU à Mexico. On va voir. Match aller donc dans la nuit de mercredi à jeudi à 4h30. Alors là, bon courage si vous êtes debout pour suivre le match. Voilà, on vous le souhaite. On verra. On fera pas de live, je vous l'annonce, il n'y aura pas de live. Mais voilà, quelques-uns des rendez-vous. Donc n'hésitez pas à suivre sur les différents réseaux sociaux pour voir si on va organiser des lives pour ces différents matchs. Et puis voilà pour les rendez-vous. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense qu'on est un petit peu au bout de cette émission. On va vous remercier. 1h47 quand même, on est pas mal. On est toujours dans les temps de l'heure. On avait dit 1 heure. Non, on avait dit 1h30. Ça, on est pas mal. On va vous remercier tous de nous avoir suivis pour cette émission. On va vous encourager à continuer de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous les voyez au-dessus de ma tête là. Voilà, si je mets le bon doigt là, au-dessus de ma tête depuis le début de l'émission concrètement. Donc ça doit être normalement imprimé dans votre cerveau pour nous suivre sur Twitter, sur Facebook, pour rejoindre notre Discord, pour venir discuter avec nous et avec les membres de la communauté LO. Vous verrez que vous pouvez même discuter de certains matchs à 2h du matin. Il n'y a pas de problème, il y a du monde. 1 heure dans la nuit de dimanche à lundi, c'est pas tard, messieurs, dames. N'écoutez pas Marcelin Chamon, c'est pas tard. Non, lundi à mardi, c'est différent. Le week-end, ça va, mais lundi, c'est dur, je trouve. Il faut enchaîner derrière, c'est ça. Voilà, on va vous remercier d'avoir été présent avec nous dans le chat, d'être toujours aussi fidèle à nous écouter, à écouter ces émissions en replay. Vous n'hésitez pas, si vous avez envie de nous soutenir, à nous suivre, donc je le disais, sur les différentes plateformes. Ça peut être YouTube, ça peut être Twitch. Vous pouvez vous abonner à Twitch. Vous voyez qu'il y a un petit compteur qui a été mis là juste en bas. On fera gagner des lots. Tiens, une fois qu'on atteindra ce nombre d'abonnés sur Twitch. Vous imaginez quel type de lot, je peux vous en montrer. On peut vous faire gagner par exemple le Garincha de Marcelin, qui est toujours disponible. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez justement aller chercher ces livres, le Garincha. Mais aussi, on est toujours avec Marcelin, le dernier en date, le Primera Bola, si vous voulez découvrir l'histoire du football brésilien, et pas que, bien plus que ça, l'histoire du Brésil, du début du XXe siècle, c'est dans ce livre. Il y en a d'autres qui vont arriver, je vous rappelle qu'il y en a un troisième, c'est celui-ci, Les 11 Caminos, la version française de ce livre référence sur Marcelo Bielsa. Vous pouvez donc vous les procurer, vous avez les liens qui sont dans la description, vous pouvez aussi vous procurer le mag, il est là, le 18. Elle est belle cette couverture pour les fans de Racing, parce que c'est dans un stade que ça se passe. Oui, c'est aussi Leandro d'Avellaneda qui est dans les sujets. Voilà, vous pouvez vous tourner vers ça, vous trouverez tous les liens sur le site, que ça soit au format livre ou au format digital, c'est valable pour les 4. Vous pouvez nous suivre et nous soutenir donc de cette manière-là. On va en rester là pour cette émission. On va donc, je le disais, vous remercier de nous avoir suivis, vous remercier de nous avoir écoutés. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de semaine. Et on va vous donner rendez-vous, même jour, même heure, probablement même durée, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du 9-10. Bonne fin de semaine à tous. Et puis, profitez-en pour suivre du football sur la planète Hello. Abraço.